projets diversifiés liés à l'identité numérique, à l'argent numérique de banque centrale. Et rappelons aussi que Chloé s'est fort investi pour dénoncer l'obsession vaccinale qui a sévi pendant la pandémie Covid qui a duré au moins 3 ans et qui nous a laissé pour conséquence de très nombreux effets secondaires des vaccins qui touchent notamment par milliers au niveau européen des jeunes avec des myocardites et des choses comme ça. On imagine mal au départ de là que Chloé a commencé sa carrière professionnelle comme guide de vacances au club méditerranéen. Et là, ensuite, choisit sa vocation première, qui était prof de maths, et donc il est devenu prof de maths dans l'enseignement secondaire de la ville de Genève. Alors, à partir de là, encouragée à devenir syndicaliste, elle ne tardera pas à enchaîner, comme on dit, les crimes impardonnables, puisqu'elle a dénoncé le fait que Gavi, l'Alliance vaccinale mondiale, sise à Genève et créée par le milliardaire Bill Gates, bénéficie d'une immunité diplomatique, ce qui est quand même intriguant. Et elle a dénoncé, elle a rappelé quelques mois plus tard à ses élèves, à sa classe d'adolescents, que la vaccination anti-Covid n'était pas obligatoire. Vaccination en général. Oui, en général d'ailleurs. Oui, d'accord. Et alors, suite à des plaintes extrêmement mesquines et à un raisonnement judiciaire, on ne peut plus farfelu, elle a été contrainte de quitter son emploi. Et elle est donc bien placée pour savoir que, je dirais, la Suisse n'est pas à l'abri des forces de l'argent. Ça lui a donné l'énergie de créer ce livre qui est là, qui est magnifique, que j'ai lu et dont je vous invite à vous procurer. Alors, je voudrais remercier les jeunes participants qui, dans leur cadre scolaire, ont choisi de venir assister à la conférence de Chloé. Cette conférence qui va durer, je pense, 80 minutes avec une petite pause entre les deux, parce qu'elle va parler, si je ne me trompe pas, de l'Europe d'abord et de la Suisse ensuite. Et après cette conférence, il y aura une phase de questions-réponses qui pourrait durer une demi-heure. Après ça, il y a une phase de discussion libre entre chacun d'entre nous et de dédicace du livre de Chloé. Alors, je voudrais encore dire que, à un moment donné, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, je vais mettre en circulation du fond de la salle jusqu'au début un sac d'un bleu très optimiste avec un grand cœur dessus et qui concerne les participants qui peuvent se permettre de laisser une contribution volontaire et qui servira à couvrir les frais d'organisation de cette conférence dans cette salle. Voilà. Donc, tout soit bien clair là-dessus. Chloé acceptant d'ailleurs de faire sa conférence, je dirais gratuitement pour ce qui est de la prestation de sa conférence. Et voilà. Donc, il n'y a pas de malentendu à ce sujet-là. Alors, je voudrais aussi, à un moment, je dirais, adresser un dernier petit message aux citoyens suisses qui auront l'occasion d'ici peu de voir cette conférence qui sera sur le net très prochainement, et de rappeler que Chloé s'était présentée aux élections suisses et elle avait eu un score qui n'était pas insignifiant, mais qui a certainement été fort saboté par, je dirais, l'invisibilisation dont elle a été victime par tous les médias subventionnés. Donc, chers citoyens suisses, si vous voulez remplacer les politiciens rompus à la consigne de vote plutôt que de réfléchir à faire quoi de vote, je vous offre sous l'ordre pour les prochaines élections. Faites-les dégager. Votez pour Chloé. Bonne conférence. Merci mon cher Philippe, merci de cette présentation qui vous met dans le bain de cette belle Suisse qui est décrite partout comme un modèle de démocratie, un modèle d'ouverture d'esprit, de liberté d'expression, etc. Et c'est vrai que, comme l'a dit Philippe, c'est pas tout à fait pas convaincu. C'est-à-dire que la démocratie a ses limites. Et malgré le référendum qu'on pratique, enfin qu'on essaye de pratiquer, j'ai mis quelques extraits de petites choses qui se sont passées dernièrement concernant l'identité numérique. Eh bien, des profs de maths qui sont reconnus comme ayant bien travaillé,
comme étant compétent, avec un rapport d'enquête qui conclut que j'ai des compétences professionnelles à l'unanimité tout à fait bonnes, très bonnes, eh bien, se fait licencier parce que ma parole publique n'est pas conforme aux directives, aux narratifs de l'école et plus loin de l'État. Voilà, donc je me suis inspirée du titre qui est sur l'affiche, La plus belle démocratie du monde, la corruption, les corruptions, l'influence des corruptions sur nos démocraties. Est-ce qu'on peut les appeler démocraties? Je vais poser la question tout à l'heure. C'est une question rhétorique. Je vais commencer par rendre hommage à un ami. Je suis en train de recharger la petite batterie de la petite télécommande. On va voir si elle fonctionne. Ça va être le moment de vérité. Voilà, ouf. Alors vous le connaissez peut-être. Ah ouais. C'est François. François de Siebenthal, avec qui j'ai milité pendant presque 10 ans. Entre autres, on a combattu sur le domaine de la monnaie, de la création monétaire par les banques, sur la fraude électorale. C'était un avant-gardiste qui dénonçait ce qui se passait en Suisse avec les enveloppes de vote, parce que chez nous, on vote essentiellement par correspondance, avec des petites feuilles qu'on met dans les petites enveloppes qui sont translucides et qu'on peut voir avec une grosse lampe bien puissante. Et puis aussi sur la pédocriminalité de réseau, il était banquier, il avait été invité dans une soirée dans laquelle la fille de l'hôte, était présentée en offrande aux invités. Pardon de vous mettre dans cette ambiance, mais je vous recommande, je vous conseille de regarder, si vous ne l'avez pas fait encore, le film Les Survivantes. Il est dedans, il témoigne également dedans. François donc, était un militant acharné avec un cœur énorme. Et il a été empoisonné plusieurs fois. Il a été plongé dans un coma qui a duré presque 1 an, entre 2021 et 2022. Ensuite, il a été obligé de respirer avec une bonbonne d'oxygène pendant 2 ans. Et il s'est éteint l'année dernière, le 26 juin 2024. Et je suis sûre qu'il est avec nous aujourd'hui. Merci François. Alors, qu'est-ce que la démocratie? L'origine du mot, c'est Demos Kratos, le pouvoir du démos. Alors, le démos, c'est pas tout à fait le peuple, mais on va le résumer, on va le synthétiser en disant que c'est le pouvoir du peuple. Donc, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui contrôle, c'est le peuple qui corrige s'il y a à corriger. Est-ce que quelqu'un pense ici que nous sommes en démocratie, par exemple, en Belgique? Mais si quelqu'un pense que nous sommes en démocratie, n'ayez pas peur, vous avez le droit de lever la main. Et après, les démocraties peuvent être des démocraties avec un certain degré, pas forcément 100%, mais c'est vrai que depuis le Covid, on a vu que la Belgique n'est plus tellement en démocratie. Peut-être que j'avais hésité en démocratie. Est-ce que vous pensiez, avant de venir aujourd'hui, que la Suisse était une démocratie exemplaire, dans laquelle le peuple suisse pouvait s'exprimer, décider des règles publiques? Alors, tout le monde ne connaît pas la Suisse, alors il n'y a aucune honte à dire que oui, parce que peut-être que la Suisse était une vraie démocratie. Voilà. Ouais. Moi aussi, je croyais. Avant tout ça, je me croyais. Eh bien, on va voir ce qui se passe en Suisse, ce qui se passe en Union européenne. Je commence par des petites introductions générales sur des personnages que vous connaissez peut-être. Je vais essayer de pas trop sortir du cadre parce que Anisla l'a tout bien réglé. Tu me dis si ça sort. Hein. Donc ce monsieur, vous le connaissiez certainement, vous n'êtes pas personnellement, moi non plus, et je regarde, Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial en 1971, dans les hauteurs de ma ville d'origine, dans mon canton d'origine, Genève. Il habite dans la colline des milliardaires. C'est comme une espèce de colline avec les grandes, immenses villas, pendant que à côté, il y a plein d'immeubles entassés les uns sur les autres, dans lesquels on nous dit qu'il faut se serrer, il faut construire, il faut restreindre la circulation, etc. Donc il y a déjà un deux poids, deux mesures dans son fief. Et il nous disait en 2017, j'ai retrouvé la conférence d'origine, le 20 septembre 2017, dans un colloque, dans un établissement dédié à John Fitzgerald Kennedy, qu'il était très fier de la nouvelle génération, comme celle de Trudeau au Canada,
celle de Mauricio Macri en Argentine, et qu'il pénètre les cabinets. Les cabinets, c'est les ministères et c'est les gouvernements de différents États dans lesquels il a ses poulains. Comme par exemple Justin Trudeau, qui a démissionné récemment. Donc Mauricio Macri, que je vous citais, je vais vous montrer leur bobine tout à l'heure, et puis Emmanuel Macron en France. Mais ça n'est pas tout. Donc il disait que tous ces gens étaient des young global leaders, donc des personnes désignées pour être les leaders du Forum économique mondial et du monde par extension. Donc on a les visages ici. Vous voyez un petit air de ressemblance entre les deux de droite. Je trouve que ce monsieur, ça c'est le président d'Argentine jusqu'à 2019. À l'époque, les Young Global Leaders n'existaient pas, ça s'appelait les Global Leaders of Tomorrow. Et en 2004, ça s'est appelé les Young Global Leaders. Mais donc voilà, vous avez Macri, vous avez Macron, maman, la consonance. Et vous avez Trudeau, dont le père est d'ailleurs cité par Anneke Lucas, qui est l'une des survivantes du film, comme ayant participé à ces soirées avec des enfants. Et qui a d'ailleurs mis en place la loi, j'en parle comme ça spontanément, hein, je vous le dis entre nous, en 1964, année de ma naissance, la loi qui empêche la Banque centrale canadienne de faire crédit à l'État. Comme ça s'est passé partout dans les démocraties occidentales. Maintenant, on va parler un petit peu d'un autre monsieur que vous connaissez peut-être moins, Larry Fink. Son vrai prénom, c'est Lawrence Fink, qui lui est le PDG de BlackRock et qui nous dit en août 2025 qu'il est très impliqué, enfin quand il dit nous sommes, c'est BlackRock, il est très impliqué dans les régimes de retraite, que ce soit au Mexique, au Japon, et qu'il est le plus gros gestionnaire de retraite au Royaume-Uni. Que tout cela, ça se construit, que c'est basé sur des années de relations et de confiance, et qu'il essaye de passer du temps avec les premiers ministres avant qu'ils gagnent. Alors, je ne sais pas si vous avez élu ce monsieur, Larry Fink. Moi, pas, personnellement. La plupart des gens ne connaissent pas ces gens-là. Ils ne connaissent pas. Et il se trouve, vous le verrez tout à l'heure, qu'il est aussi co-président actuellement du WEF, du Forum économique mondial. Vous avez cet autre monsieur qu'on connaît peu, en tout cas moi je l'ai découvert pendant le Covid, c'est Jim, son vrai prénom c'est James, mais c'est Jim C. Smith, on dirait que son nom est inventé, qui est le PDG, en tout cas qui était le PDG, non, qui est toujours, non, pardon, il est membre du conseil d'administration de Pfizer, et il était le PDG de Reuters jusqu'à février 2020. Maintenant, il n'est que le directeur de la fondation Reuters, Thomson. Reuters, c'est l'une des grandes agences de presse internationales, avec l'AFP, avec... En Belgique, je ne sais pas quelle est votre agence de presse. Belga. Donc, il est à la fois, enfin, toutes les casquettes sont permises. Et comme il est question dans cette conférence de corruption, moi, j'y ajoute plutôt l'infiltration, la collusion. Je pense que la méthode qui est la plus utilisée aujourd'hui, de nos jours, c'est vraiment l'infiltration et puis les rendez-vous informels. C'est ce qu'on nous dit. Quand ils se rencontrent au Bilderberg, au Forum économique mondial, au G7, au G20, aux différents sommets sur l'intelligence artificielle ou autres innovations pour notre bien. Vous avez aussi cette dame que vous avez certainement déjà vue dans ses nombreuses et interminables discours dans toutes les instances où elle met les pieds. Une dame qui a du mal à partir, hein, parce qu'elle a été quand même mise en examen, elle a subi 2 motions de censure récemment, qui n'ont pas fonctionné, qui ont été rejetées, mais disons qu'elle s'accroche. Elle a été 3 ans membre du conseil de fondation, du conseil d'administration du Forum économique mondial. 2017, 2018, 2019. Juste avant d'accéder au poste qu'on lui connaît actuellement comme présidente de l'Union européenne. Enfin, pas tout présidente de l'Union européenne, mais présidente de la Commission européenne, pardon. Je vais trop vite parce qu'il parlait justement des projets de créer un gouvernement européen et de désigner un président carrément de l'Union européenne. C'est un projet que j'ai mené il y a quelques temps. On va parler dans cette partie sur l'Union européenne de 5 sujets essentiellement, parce que s'il fallait tout couvrir en une semaine ou 2, ou même peut-être un mois, j'ai choisi de parler des lobbies, de la santé, avec des guillemets, du traçage numérique, de la guerre en Ukraine,
et de la censure des voix qui dérangent. On va voir un petit peu comment s'infiltrent tous ces milieux-là et comment il faut pour se coordonner pour avoir la même voix, le même discours dans ces 5 sujets-là. L'Union européenne, je ne vous la présente pas, mais quand même un petit rappel visuel, géographique, 27 pays depuis le retrait du Royaume-Uni le 31 janvier 2020, juste avant le Covid. Vous les voyez tous ici. Et la Suisse, au cœur de l'Union européenne, au cœur de cette belle Europe, est en gris, car elle ne fait officiellement pas partie de l'Union européenne. Nous verrons ce qu'il en est. Les lobbies à Bruxelles. Pas très loin, c'est à combien d'ici, Bruxelles? 1 heure. Vous avez ce merveilleux bâtiment, la Commission européenne, dont l'objectif, nous dit Wikipédia à propos de la Commission, est la promotion de l'intérêt général qui est limitée par l'influence non négligeable des groupes d'intérêt. C'est bien de le dire, en vue de servir les intérêts catégoriels et privés qu'ils défendent. Alors, ils nous disent eux-mêmes que les lobbies empêchent la démocratie, l'intérêt général d'être pleinement respecté, d'être pleinement honoré. Et puis, c'est le Parlement européen qui le dit. 50 000 personnes travaillent à Bruxelles, qui appartiennent à 12 000 organisations, pour le compte des lobbies. 50 000 personnes. Le Parlement européen, c'est 705 personnes à peu près. Ça fait un parlementaire, un député, pour à peu près 70 lobbyistes. Je vous laisse imaginer le poids des lobbyistes face aux députés. Toute l'Europe, ça c'est un site qui recense beaucoup d'informations sur l'Union européenne, nous dit que les principaux lobbies dans l'Union européenne sont European Chemical Industry Council, donc le Conseil européen de chimie, tout ce qui est l'industrie, Meta, donc c'est le groupe de Facebook, Instagram, WhatsApp. Je rappelle à ceux qui ont WhatsApp que tout ça appartient à Mark Zuckerberg. J'ai migré au Telegram et je boycotte absolument WhatsApp. Mais je ne suis pas totalement présente parce que j'ai encore Instagram et Facebook. Mais bon. Microsoft, Apple, Bayer Monsanto, Google, tout ça c'est des lobbyistes qu'on trouve à Bruxelles, et la Fédération européenne de l'industrie pharmaceutique et associations, etc. Ça c'est les plus importants, les plus nombreux. Ursula von der Leyen, on y revient un petit instant, on va parler un petit peu d'elle. Ministre de la Défense en Allemagne jusqu'à 2019. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous la voyez en très bonne compagnie avec la Schwab, on va se faire des câlins. Membre du conseil d'administration du WEF 2017, 2018, 2019. Elle a participé au Club Bilderberg en juin 2019. Et en décembre, elle a été nommée présidente de la Commission européenne en 2019. Son mari, Heiko, est directeur de Orgenesis. Il a pu, je crois, multiplier son salaire par 4, 5 ou 6 depuis qu'il est chez eux. Orgenesis produit des traitements, vaccins, je ne sais pas comment on peut appeler ça, avec de l'ARN messager. Et il a été promu donc en décembre 2020, juste au moment où les vaccins Covid sont sortis. Son fils, David, parce que la famille est tout à fait cohérente, je dirais, est responsable de l'engagement chez McKinsey. Enfin, il l'était en tout cas juste avant Covid, 2016 à 2019. On parle un petit peu du père. Je parlais d'Alexander Soros, maintenant c'est George Soros, qui désigne, et ça c'est un document officiel qui s'appelle Allié fiable au Parlement européen 2014-2019. Donc, sa fondation, ses fondations, qui sont maintenant dans les mains de son fils, désignent dans ce document qui sont les alliés fiables du Parlement européen. Donc, c'est George Soros qui décide, en gros, avec qui on doit s'allier. Alors, toujours lui, cette fois, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est Valeurs Actuelles qui nous le rappelle que 2 mois après sa publication, la Cour européenne des droits de l'homme a répondu à un rapport du Centre européen pour le droit et la justice qui a révélé l'existence à une large échelle de conflits d'intérêts entre 18 juges de la CEDH et 7 ONG financées par George Soros, qui a un richissime et controversé, c'est bien de dire, Open Society. Voilà. 18 juges et 7 ONG des Open Society. On va parler maintenant de la santé.
en Union européenne. J'ai fait mes choix, hein. Il n'y a pas tout, ça n'est pas exhaustif, loin de là, mais j'ai pris quelques anecdotes, quelques histoires qu'on connaît pour les développer, pour les mettre en avant et pour les archiver quelque part. Vous pouvez tout retrouver sur mon site avec toutes les sources par la suite. La vaccination et les 17 ODD, les 17 ODD, il n'y a pas de S à 7, de l'agenda 2030. Le titre rond comme ça, multicolore, que vous connaissez, je pense, c'est les fameux 17 objectifs du développement durable. Eh bien, en août 2020, j'y vais chronologiquement, on commence par 2020. Ursula von der Leyen nous dit que la collaboration mondiale est le seul moyen de surmonter une pandémie mondiale. Dans le cadre de la réponse mondiale contre le coronavirus et de la campagne Global Goal Unite, c'est les fameux Global Goals, c'est ça, hein, c'est les objectifs du développement durable. Nous avons vu le monde s'unir. Merci le Covid. Enfin, ils se sont tous contre nous, j'ai envie de dire. Près de 16 milliards d'euros. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. 16 milliards d'euros a été promis à ce jour aux chercheurs et organisations les plus talentueux qui unissent leurs efforts pour fournir les fameux vaccins, des tests et des traitements qui seront notre bien commun universel. On a vu ce que ça a donné. Et ce jour-là, elle a annoncé 400 millions pour COVAX. COVAX, on va voir ce que c'est. Là, on retourne en Suisse, parce que COVAX, c'est une alliance qui relie Gavi, l'alliance Gavi. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, qui vont oublier, Gavi, c'est Global Alliance, c'est l'alliance globale for Vaccines and Immunization, donc pour les vaccins et l'immunisation. C'est un bâtiment qui se trouve juste à côté de chez moi, à 500 mètres de chez moi, et l'OMS n'est pas très loin, et vous verrez que ces deux bâtiments ont d'autres voisins intéressants aussi. Vous avez l'UNICEF, qui est dans COVAX, vous avez le CEPI. Le CEPI, c'est une fondation, ça veut dire Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. C'est une fondation qui s'occupe des innovations pour parler aux épidémies, pour se préparer aux épidémies. Tout un peu. Vous avez évidemment l'OMS et vous avez l'OPS, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est toujours dans le domaine de la santé numérique. Et puis, COVAX fait partie des nombreux outils qui sont mis en place dans la stratégie ACT. ACT, ça veut dire Access to COVID Tools Accelerator. Donc, c'est l'accélérateur d'accès aux outils pour ou contre le Covid, ils ne disent pas. Avec ces différents acteurs qu'on retrouve ici, donc à peu près les mêmes. Vous avez en plus FIND. FIND, c'est l'Alliance vaccinale des diagnostics, qui est aussi dans le bâtiment de Gavi. Vous avez Unitaid, qui est la centrale mondiale d'achat des médicaments, qui est aussi dans le bâtiment de Gavi. Vous avez le Global Fund, en tout petit là à gauche, sur la petite roue, qui est le Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le paludisme, qui est aussi dans le bâtiment de Gavi, dont Tedros Adhanom Ghebreyesus était le directeur. Il y a pas si longtemps, il est aussi chez Gavi. Ils font un peu des portes tournantes, tous ces gens. Le World Trust, qui est un fonds qui a été créé en 1936 et qui, lui, a permis de créer le CEPI. Donc, tous ces gens se connaissent, tous ces gens se côtoient et tous ces gens vont ensemble dans la même direction de la digitalisation de l'humain, si je le résume. Et puis ça, moi, je vous donne la source, c'est sur le site de l'OMS. Ce COVAX, le programme COVAX, le programme ACT, a été lancé fin avril avec COVAX à l'intérieur, du vaccin, pour accélérer la mise au point, la production de produits de diagnostic, de traitement de vaccins contre le Covid-19, et en assurer un accès équitable. Ça, c'est toujours la formule qu'on nous sert pour nous parler de choses qui vont devenir obligatoires ou sur lesquelles il va être très difficile, auxquelles il va être très difficile d'échapper. Mais c'est pour notre bien toujours, pour qu'on y accède de façon équitable. Et puis, on retrouve dans cet événement où ils annonçaient le programme ACT, le directeur général de l'OMS, le président français, Macron était là, la présidente de la Commission européenne, Ursula était là également, et la fondation Bill & Melinda Gates. Ça, c'est nous, ça, des contreprises, c'est ça. Voilà, Ursula, en train de craindre avec tendresse, Albert Bourla, le directeur de Pfizer. Après, en avril 2021, le New York Times épinglait les deux là
pour des SMS, s'étaient échangés sur un contrat de 18 milliards de doses de vaccins pour un total de 36 milliards d'euros. C'est le procès, quand même. Eh bien, ces SMS, on ne les a toujours pas. Elle est censée nous donner à la commission des explications plausibles pour lesquelles des SMS auraient été effacés, étant donné que c'est quand même une commande publique qui engage un certain nombre de milliards d'argent public qui a été fourni par nous tous, par tous les États de l'Union européenne, que ce soit la Belgique, la France et tous les autres. Et donc, non, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles des SMS et on n'a pas de raison, enfin, on n'a pas de justification de la part de Ursula von der Leyen pour justifier justement le fait qu'ils auraient été effacés ou perdus. En général, quand les choses sont gênantes, des dossiers aussi sont perdus. Un dossier sur la pédocriminalité par la police, souvent, il passe à la poubelle, on ne sait pas trop où ça va, ils sont perdus. La commission n'a pas fait appel de cette décision, donc normalement, elle devrait être obligée de produire des explications plausibles pour nous expliquer la disparition des SMS. À suivre. Alors, ce terme, nouvel ordre mondial sanitaire, ça n'est pas moi qui l'invente, c'est quelque chose qui se trouve sur le site de la Commission européenne quand elle nous décrit la stratégie sanitaire de l'UE qui a été adoptée en novembre 2022. On nous dit, texto, que l'UE contribuera à façonner un nouvel ordre mondial sanitaire, ou un nouvel ordre sanitaire mondial, grâce à une gouvernance mondiale solide, dans un environnement géopolitique complexe, grâce à des partenariats internationaux dans le domaine de la santé, grâce à un financement plus efficace, grâce à la promotion des financements innovants, à la mise en commun des ressources au niveau international. Alors, il faut des sous, tout ça. Vous avez bien compris. Mais il ne s'en cache pas. Ça, c'est l'intervention de Emmanuel Darl chez Doxin il y a quelques jours, qui nous disait, j'ai eu le téléphone encore il y a quelques jours aussi, que l'EMA, c'est l'agence des médicaments européenne. On l'avait contacté avec Vincent Pavant pour qu'elle supprime les données par pays, pas les données générales, mais les données par pays des effets indésirables de la vaccination Covid, parce que c'était censé pas être des données publiques. Alors qu'il me semble que ce serait quand même la moindre des choses qu'on sache de quel pays, qui est malade et comment, et combien de morts, et combien de thromboses, et combien de cancers dans les cardiaques. D'ailleurs, un sujet, on fait une petite digression, mais en juillet 2022, à l'OMS, je connais quelqu'un qui travaillait à l'OMS et qui était là à ce moment-là, c'était un interprète. Et il m'avait dit qu'il avait dû traduire une conversation entre Albert Bourla, Stéphane Bancel, donc le patron de Moderna, et le patron de Pfizer, qui parlait par visio des effets en fonction du pourcentage, en fonction de la dose, de la teneur en produits actifs de chaque lot. Pour tel lot, on a tant de morts, tant de cancers, tant de myocardites, tant de thromboses, tant de troubles de neurologie. Et pour tel autre lot, on a tant de morts, tant de cancers. Donc il savait très bien qu'il y avait plein de problèmes avec ces injections. Puis il faisait des petites comparaisons pour savoir où mettre le diapason. Voilà, donc ça c'est un témoignage direct. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit que c'est la personne directement concernée. Ben, ça. Donc voilà, à suivre cette affaire de pression qui sont mises sur Emmanuel Darl et Vincent Pavon, qui sont chercheurs et qui ont étudié les données liées aux effets indésirables de ces injections, à qui l'EMA somme de supprimer des données importantes, des données de pharmacovigilance qui concernent tout le monde. Je rappelle aussi que l'EMA, c'est un organisme public, c'est-à-dire que c'est eux qui gèrent tous les médicaments dans l'Union européenne et qui font les rapports de pharmacovigilance. On passe au passage numérique. Alors, comme chez vous ou comme chez nous, eh bien, cette identité numérique avance à peu près au même rythme. Et ça ne date pas d'hier, puisque ce document de septembre 2018, émanant du WEF, Forum économique mondial, nous explique que l'identité numérique sera nécessaire, ou en tout cas utile, dans notre vie de tous les jours. Pour ceux qui parlent anglais, ou ceux qui ne parlent pas anglais, je vous traduis. Donc, les
10 domaines concernés par l'identité numérique selon les préceptes du Forum économique mondial. Vous avez la santé tout en haut, ici, voilà, avec l'accès au traitement, la façon de surveiller les dispositifs de santé qui sont wearables, ça veut dire qu'on porte sur nous. Vous savez, des capteurs ou des choses qui évaluent notre santé un petit peu tout le temps. C'est ce dont parlait Klaus Schwab à la télé suisse en janvier 2016 d'ailleurs, qu'on aurait des choses wearables, des capteurs wearables, puis qu'après ça viendrait dans notre cerveau, dans notre tête, dans notre crâne. En 2016, on fait ça. Donc ça suit tout à fait les mêmes directions, la même direction. Vous avez les services financiers pour ouvrir un compte en banque et faire des transactions online, enfin les transactions financières. Vous avez la nourriture et l'agriculture. Vous avez donc le développement de tout ce qui est alimentaire, avec les fermiers qui sont cités, les consommateurs, pour voir d'où viennent les produits et pour améliorer la traçabilité. C'est toujours pour notre bien, vous savez. Hein. C'est pour voir d'où ça vient, d'où tout vient. On aura besoin, soi-disant, de l'identité numérique. Je ne vois pas en quoi l'identité numérique nous aidera à connaître l'origine et surtout la qualité de ce qu'on nous vend au niveau de notre alimentation. Les voyages et la mobilité, pour voyager, pour réserver des voyages, pour passer les frontières en boutique, traverser les frontières, hein, en 2018, hein, entre les pays ou les régions. Vous avez le commerce pour acheter et conduire un business, des transactions commerciales et des paiements sécures, on dit. Vous avez les plateformes sociaux, les réseaux sociaux pour utiliser les réseaux sociaux. Voilà. Vous avez le gouvernement numérique, le e-government, pour, nous dit-on, voter, pour payer nos impôts, etc. Dans le numérique. Vous avez les télécommunications pour avoir un téléphone, pour avoir nos données sur Internet, sur nos téléphones. C'est pas très clair pour moi. Et les Smart Cities, qui sont aussi soi-disant un sujet complotiste, les Smart Cities. Pour surveiller tous les dispositifs et les capteurs qui nous donnent des datas comme l'utilisation de l'énergie, la qualité de l'air et la congestion du trafic. Voilà. Vous avez la réponse humanitaire pour accéder aux services dans les pays étrangers. Tout ça, c'est 2018 et c'est le web qui nous le décrit très bien. Mais nous dit-on dans les différentes campagnes de propagande pour nous faire accepter l'identité numérique, c'est pour que nos identifications soient sûres. C'est un peu comme le vaccin qui est sûr et efficace. Qu'on ne puisse pas nous pirater. Or, il n'y a rien de plus grave qu'un identifiant numérique. Alors, dans l'Union européenne, ici, c'est le cabinet de conseil Deloitte, qui fait partie des 4 gros cabinets de conseil avec Ernst Young, avec KPMG, et j'en ai toujours un. Je vais l'autre avis. C'est lequel? PricewaterhouseCoopers. Voilà. Ils nous disent, dans cet article du 3 juillet 2025, que d'ici 2030, l'Union européenne vise à ce que 80% des citoyens disposent d'un portefeuille d'identité numérique, soit environ 360 millions de personnes. C'est leur objectif. Et les 2 échéances qui sont données par Deloitte, c'est novembre 2026, novembre 2027. La première échéance pour obliger tous les États membres à avoir un UD Wallet, donc c'est un portefeuille numérique. Et ensuite, novembre 2027, dans 2 ans, ce serait pour obliger toutes les plateformes, YouTube, Google, Wikipédia, tout ce qu'on a, tout ce qui nous permet d'interagir sur Internet, d'accepter les identités numériques, les portefeuilles numériques comme identifiés. On retourne un petit peu avec Ursula pour nous rappeler de ce qu'elle nous disait en 2019 avant de prendre ses fonctions à la Commission européenne. Elle disait qu'elle allait proposer un Green Deal, un pacte vert qui en fait n'a de vert que le nom, comme le Digital Green Pass qui n'a aussi de vert que le nom, qui propose une neutralité climatique, donc le fameux Net Zero, en 2050,
Et c'est ce qu'elle a dit les premiers jours de son mandat pour le premier mandat 2019-2024. Elle nous dit aussi, en 2019, que les données et l'intelligence artificielle sont les ingrédients de l'innovation qui peuvent nous aider à trouver des solutions aux enjeux sociétaux actuels, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de la sécurité et de l'industrie manufacturière. Donc, elle voit déjà l'IA partout, la digitalisation partout. On passe au Green Pass, au Digital Green Pass, donc le pass vert digital, qui était un petit peu incongru. En tout cas, moi, la première fois que j'ai entendu parler de cette expression, je me suis dit, mais que vient faire un truc vert pour faire office de passe sanitaire? Parce que les passes, c'est ça, hein, le Green Pass. Pourquoi il nous parle de green? Mais pour nous faire avaler le carbone pass et tout ça, les quotas carbone et tout ce qui, soi-disant, est vert. Pour la petite histoire, en 2022, lors de sa séance annuelle avec Klaus Schwab au Forum économique mondial à Davos, elle disait il n'y a pas de digital sans plus. Et juste un petit peu avant elle, le patron de Nokia, Pekka Lundmark, nous disait qu'il n'y avait pas de verre sans digital. Alors si on met tous les bouts les uns à côté des autres, ça nous donne il n'y a pas de verre sans puce. Et ça nous donne le European Chips Act, la loi sur les puces, pour produire des milliards de puces pour 2030. Ils sont déjà en fabrication vers Grenoble. Voilà. Toujours elle, qui vient faire son rapport au WEF après avoir pris ses décisions dans son bureau de la Commission européenne. Donc elle vient un peu comme Macron, il vient faire des rapports en expliquant ce qu'il avait réussi à accomplir cette année. Donc là, on est en mai 2024, où la dame nous disait que le Green Deal était déjà très ambitieux, qu'il fallait amener la part d'énergie renouvelable de 25% à 45%, et puis ensuite elle a surenchéri en disant qu'il fallait augmenter encore un petit peu pour arriver à 55% des énergies, avec un autre plan qui s'appelle Repower EU, donc redonner de la puissance à l'Union européenne, avec 300 milliards d'euros, ne soyons pas peindre, pour accélérer la fin des énergies fossiles, russes si possible, et d'aller vers toutes les éoliennes et autres panneaux solaires qui sont tellement beaux dans notre paysage et qui sont tellement écologiques, des trucs qui sont indestructibles, qui mesurent des centaines de mètres et que tu ne peux pas recycler, et qui ont une durée de vie, je crois, de 20 ans. Hein, c'est ça. Elle a ajouté aussi que la guerre en Ukraine était une opportunité. On n'aurait jamais pensé que cette guerre nous aurait donné un deuxième excellent argument pour accélérer la transition verte. On se demande à quoi, quel est le rapport, enfin, je trouve ça. Et finalement, il y en a sûrement une, on y vient avec ce président de l'Ukraine qui est là, lui aussi depuis 2019. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont été mis en place en 2019, on se rend compte. On a Zelensky, on a Ursula, on a, j'allais dire Tedros Adhanom, mais non, lui c'était 2017. Mais je sais qu'en 2019, il y a eu un bon petit remue-ménage dans les dirigeants pour mettre les bonnes têtes au bon endroit. Donc Volodymyr Zelensky, qui est toujours en poste, malgré l'absence de votation, l'absence d'élection, en mai 2024, hein, vous savez que normalement les mandats c'est 5 ans, et il aurait dû être, il aurait dû se présenter pour une élection, mais vu qu'il est en guerre, l'élection n'est pas d'actualité. Donc, toujours ici, on rappelait que c'était un comédien qui jouait au piano d'une étrange manière. Je n'ai pas voulu la mettre, finalement j'ai cité, et je me suis dit non. C'est les enfants, c'est jamais. Donc ça, c'est ce qui office de président en Ukraine. Et que en 2025, donc cette année, pour le Davos 2025, il faisait appel aux généreux donateurs de l'Union européenne que nous sommes. En fait, ça s'adresse évidemment, parce que nous, on a tellement notre mot à dire dans notre belle démocratie, mais aux pays de l'Union européenne, notamment à Ursula von der Leyen, pour réclamer de l'argent. Parce qu'il en a besoin pour ces différentes maisons, j'imagine, c'est notre propriété. Il faut quand même entretenir tout ça, hein, ça coûte. Et puis, il demandait des sommes aussi. Il disait qu'il disposait de 800 000 hommes, mais qu'en France, on avait 200 000 militaires, donc on pourrait les réquisitionner. Pourquoi pas en Allemagne, en Italie également. Je ne sais pas si en Belgique, vous avez aussi une loi, comme en France, de préparation militaire qui permet
au gouvernement. Je ne sais pas si vous avez un gouvernement, d'ailleurs. Je sais pas quand, C'est possible, mais on préfère pas savoir. Si c'est prévu de réquisitionner des gens sans vraiment leur demander leur vie, éventuellement leur bien aussi, leur maison, c'est comme ça, normalement. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Vraiment, regardez ça. On n'en parle pas, oui. Ah, voilà. On va se exposé pour la prochaine fois. Donc voilà, ça c'était le résumé des milliards qui ont été donnés à l'Ukraine par l'Union européenne depuis 3 ans. 164,8 milliards d'euros, qui représentent plus de la moitié de toutes les aides dans le monde. Donc il y a plus de 300 milliards d'euros, 320 milliards d'euros qui ont été versés pour l'Ukraine. Sur la poche, c'est toujours un peu l'argent de poche qui est sympathique. Enfin voilà, ça, c'est certainement qu'il va savoir quoi en faire. En Suisse, on en parlait tout à l'heure, c'est toute l'Europe. Ce site, il est assez fiable. Hein. C'est un site qui relaye des informations directement de l'Union européenne. C'est pas un site militant. Donc, si je prends ces chiffres-là, c'est la prochaine base. La fonction des voix qui dérangent dans l'Union européenne, j'ai fait un choix parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour censurer les voix qui gênent. Mais entre autres, on a le DSA, mis en place par ce cher Thierry Breton, toujours le même, le fameux Young Global Leader de 1998 US, qui était commissaire européen au marché intérieur jusqu'à peu, et qui traque toutes les voix qui ne vont pas dans le sens de l'OMS, du tout vacciné, du tout digital, du climatisme et tout ce qu'il est bon de penser dans les années 2025. Il nous disait en avril 2023 que le compte à rebours avait commencé avec les 19 plateformes les plus influentes pour qu'elles censurent tout ce qui ne convient pas au discours officiel. Dans ces plateformes, vous avez par exemple, vous avez Google. Donc là, j'ai pris par ordre de GAFAM. Hein. Google, c'est YouTube, c'est Google Maps, c'est le Play Store, vous avez déjà nos applications, c'est le moteur de recherche Google. Vous avez Amazon, vous avez Facebook, Instagram, donc vous avez Meta, WhatsApp également. Vous avez Apple, pour le A des GAFAM de Apple, l'Apple Store, pour ceux qui ont des iPhones. Donc, toutes ces plateformes sont concernées par le DSA, Digital Service Act. Vous avez Microsoft avec Bing et LinkedIn. D'ailleurs, j'ai été censuré LinkedIn il y a 1 an, après avoir publié une pétition pour demander d'arrêter l'éducation sexuelle à l'école. Voilà. Twitter, qui est maintenant X. Bon, maintenant, avec Elon Musk, ça a un peu changé. TikTok, Wikipédia, et j'en passe. Il y en a 19 en tout. Telegram n'est pas encore concerné. C'est bon qui tienne, mais Pavel Durov m'a l'air assez solide. Il a un caractère qui résiste assez bien malgré sa garde à vue de l'année dernière. Ouais. Alors, une autre loi qui est appelée très ironiquement loi sur la liberté des médias. Tu sais, c'est toujours un peu un mouvement qu'il faut inverser. Donc, nous avons la liberté d'être arrêtés si notre contenu, nos informations ne conviennent pas. En fait, c'est toujours présenté d'une façon qui paraît bonne. Et puis après, vous allez dans les exceptions et on vous dit que si l'arrestation, la détention de médias, de journalistes, parce que là, je n'ai pas tout copié, c'était trop long, est interdite, mais sauf dans un cas impérieux d'intérêt général. Le diable est dans les détails. Il faut toujours regarder les exceptions. Donc on peut, à l'heure où je vous parle, détenir, enfermer les journalistes dans l'Union européenne avec une loi qui s'appelle la loi sur la liberté des médias. Et la charte de Munich, on en C'est quand même fait un fort de café, hein? La charte de Munich, on en fait quoi? Charte de Munich, quoi? Exactement. Charte de quoi? De Munich. Je crois qu'il ne pas la charte de Munich. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai mis la charte de Munich, la déclaration des droits et des devoirs des journalistes, qui existe aussi en Suisse, à peu près la même que la charte de Munich qu'on connaît et qu'on dit dans l'Union européenne, qui vous explique tout ce que les journalistes devraient faire, mais qu'ils ne connaissent pas le texte, je pense. Non. Je pense que c'est ça l'explication. Marseille, on a les Et puis cette fameuse loi qui n'est pas encore passée, qui s'appelle le chat control. Oh. Ah oui. Ça veut dire qu'on contrôle ce que vous dites entre vous de façon privée. Donc les messageries seront scannées
pour, nous dit-on, repérer s'il y a des pédocriminels. Mais déjà qu'ils s'occupent des pédocriminels qui sont en pyramide, plutôt que de s'occuper de nos conversations, fassent le ménage en arrêtant de perdre les dossiers du trou, de ce qu'on connaît. Et là, oui, avec plaisir qu'on fasse le ménage dans tout ce qui est abus sexuel sur mineurs. Elle n'est pas encore passée cette fois. C'est un petit peu de répit. Il devait se prononcer le mardi dernier, et puis finalement, ça n'a pas donné de. Ben non, il y avait Manu. Heureuse pour Pour eux. le général, mardi passé. Le général, merci, c'est bien. Ça a retardé. Et puis alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. L'UER. Est-ce que vous connaissez l'UER, évidemment? Là, je vous spoil un petit peu. L'UER, c'est aussi l'université d'été résistante, l'université d'été rigolante dans laquelle on est allé ces dernières années. Mais c'est aussi l'Union européenne de radio-télévision, qui regroupe tout un tas de télévisions étatiques, publiques. Vous avez la télévision belge, vous avez Arte, vous avez France TV, vous avez la RAI, vous avez ARD en Allemagne, vous avez TB en Espagne, vous avez même la SSR, la télévision publique suisse, la BBC, toutes les télévisions publiques, radio, télévision publique de l'Union européenne, mais pas que. Vous avez aussi la télévision israélienne. Qu'est-ce qu'elle fout en Europe? C'est incroyable, l'Europe est grande finalement. Je ne savais pas qu'Israël faisait partie de l'Europe. Il y a également la télé tunisienne, marocaine, algérienne. En tout, je crois qu'il y a je sais combien, 56 pays. À savoir que l'Europe géographique en compte 50. Donc il y en a un petit peu plus, ça dépend un petit peu de l'Europe. Et elle est en collaboration avec tous les médias publics du monde. Voilà pourquoi on a le même message sur nos chaînes. Eh bien, l'Union européenne de radio-télévision, donc ça c'est sa page officielle, ça se dit aussi EBU pour European Broadcasting Union, c'est la version anglaise du terme, qui a été créée en 1950, donc à peu près en même temps que toutes les belles organisations internationales post-Deuxième Guerre mondiale qu'on trouve à Genève, le 12 février 1950, et elle se décrit comme la première alliance de médias de service public. C'est pas tout. Donc, 113 médias, dans 68 membres. Les membres, c'est des organisations qui chapeautent les différentes chaînes. 54 pays, mais en fait, il y a deux chiffres. Des fois, ils disent 56, des fois, ils disent 54. 30 associés donc, dans tous les continents du monde, avec 2000 chaînes et services de télévision et de radio. Et aussi plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui seraient touchées par leurs informations, avec gros guillemets, dans 153 langues. Ils exploitent également Eurovision, ce beau concours que vous voyez chaque année pour la chanson. Alors, c'est pas tout. L'UER. Où est-ce qu'elle loge, cette petite organisation, cette alliance de médias publics européenne? T'as regardé. Juste en face de vie, association OMS. Encore, les membres mon quartier est très bien habité, j'ai des voisins très intéressants. Vous avez donc la Brest, ancienne route du 7A, on ça connaît. Vous avez Gavig en face, mais la route qui sépare, puis l'OMS qui est un petit peu plus loin. Ça, si vous ne savez pas où vous trouvez, vous les trouvez, ben voilà. C'est dans le même quartier, à côté de l'ONU, à côté des organisations, à côté du GIEC. Et puis, qui est à la tête de l'UER? C'est Delphine Ernold, la présidente de France Télévisions, qui disait dans cette. Alors, c'était pas 2204, c'était 2024. Dans les matinées du syndicat national de publicité télévisuelle, il y a 1 an, un peu plus, elle disait: moi, je crains l'événement qui crée un mouvement de foule. Elle disait que c'était la menace mondiale. Donc, c'est important de lutter contre la menace mondiale, tu comprends? C'est pour ça qu'il faut se mettre ensemble dans une alliance de médias publics, tous ensemble en face de Gavi, à côté de l'OMS. C'est ça, Delphine. Pour se protéger des uns des autres. Et puis alors, très intéressant, l'UER a pris part à la fameuse campagne de lutte contre la désinformation sur le Covid-19. Pendant les années qu'on a vécues, les belles années Covid qu'on a vécues, le directeur de la BBC disait ce jour-là, le 10 décembre 2020, c'était le jour de l'événement de cette lutte contre la désinformation. Il disait: les partenaires de la Trusted News Initiative, donc la TNI, c'est l'initiative qui regroupe
tous ces gens pour lutter contre la désinformation. Sur le Covid, il disait donc les partenaires de la TNI continueront de travailler ensemble pour garantir que les préoccupations légitimes concernant les futures vaccinations, c'était juste avant le vaccin Covid, soient entendues. Tandis que les mythes de désinformation néfastes soient stoppés dans leur élan. Alors, ils ont essayé de stopper l'élan de ceux qui prévenaient que ces injections étaient expérimentales, que rien n'indiquait qu'elles étaient sûres, que rien n'indiquait qu'elles fonctionnaient. Et on l'a vu maintenant avec les différents contrats. En Suisse, comme dans l'Union européenne, comme dans tous les pays de l'Union européenne, il y a un article, chez nous c'est le 5.5, qui nous dit que les effets indésirables à moyen et long terme n'ont pas été testés et que l'efficacité des vaccins n'a pas été testée. Il n'y a pas de données là-dessus. Donc c'est tellement. Alors c'est plus. Ça paraît évident qu'avec des informations telles que celle-ci, aucun gouvernement au monde n'était habilité à clamer que cette espèce de produit était sûr et encore moins efficace. Mais, nous dit-on, c'est de la désinformation néfaste. Les partenaires du TNI, un petit peu toujours les mêmes. Vous avez toutes les télés, vous avez Facebook, vous avez le Financial Times, vous avez Google, Facebook, Twitter, Open Societies de George Soros, toujours le même, dans un projet qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle First Drafts, où c'était aussi une alliance qui date de 2015, qui permettait, qui voulait, qui ambitionnait de stopper la soi-disant désinformation. Depuis 2015. Et vous avez Google, YouTube, Microsoft, Reuters, ce fameux Reuters dont le président, vous vous rappelez, était aussi chez Pfizer. L'un des membres du conseil d'administration était chez Pfizer. Vous avez Twitter, le Washington Post. Donc c'est toujours un petit peu les mêmes. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit là, mais peut-être vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà dit dans d'autres endroits, Gavi a comme donateur, donc l'Alliance vaccinale, vous savez, qui est partenaire avec ID 2020 et dans le numérique 2020. Elle a comme donateur Google, Coca-Cola, qui a absolument tout à voir dans la vaccination, comme on le sait tous. Les banques comme l'UBS, Cisco, TikTok, Shell, la Fondation Rockefeller encore, qui d'ailleurs est aussi partenaire, enfin financeur, membre fondateur, financeur de ID 2020 qui est allié avec Gavi. Enfin bref, tous ces gens-là, je ne sais pas pourquoi ils s'allient comme ça. C'est nous les complotistes qui disons tout le temps qu'on va être traqués avec les vaccins, qu'il va y avoir des puces ou des identités numériques dans les vaccins. Mais par contre, ils se mettent quand même ensemble. Est-ce qu'on fait une petite pause pour digérer tout ça, pour parler de la suite après? Oui. Parce qu'il y a quand même pas mal de matière. Je vous propose qu'on passe une petite pause de 15 minutes. Alors, la Suisse, on attaque le pays de Klaus Schwab, le pays d'OMS, le pays de l'ONU, le pays de R, la ville, Genève. Les lobbies, la santé, donc les mêmes sujets pour l'Union européenne, le traçage numérique, la guerre en Ukraine et la censure des vols qui dérangent. La Suisse, comme on l'a vu tout à l'heure, est au cœur de l'Union européenne, au cœur de l'Europe. Tout petit pays de 9 millions d'habitants, un peu moins qu'ici. La Belgique, c'est 11. Hein. Oui. Et qui est donc limitrophe avec l'Autriche, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Liechtenstein. Et la Confédération fédérale nous dit, elle commence bien, c'est la constitution qui date de la fin des années 90, qui nous dit donc au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix. Au principe, dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble leur diversité, dans le respect de l'autre et l'équité, conscients des acquis communs et de devoir s'assumer et de devoir
et leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures. Et cette phrase qui vient, je l'applique tous les jours, sachant que seul est libre qui use de ses libertés, de sa liberté, et que la force de la communauté se mesure au bien-être de plus faible de ses membres. Voilà, c'est ce qu'on peut lire quand on ouvre le petit livret rouge de la Constitution suisse. Encore faudra-t-il que le préambule soit appliqué. Et ça, c'est une autre affaire. Ah oui, j'en profite aussi pour vous dire que les lois en Suisse n'ont pas besoin d'être conformes à la Constitution. Voilà, c'est une démocratie, c'est pas terrible. Les lobbies y ont également, comme dans l'Union européenne, leur place. Alors, il y en a moins. Il y en a moins que dans l'Union européenne, dans la Commission européenne, mais il y en a quand même au moins 2 par parlementaire. C'est ce que nous disent, et en plus, ça a été revu à la baisse. Hein. On nous dit, donc ça c'est la RTS, notre télévision nationale, qui nous dit que les lobbyistes reçoivent moins de cartes d'accès au palais fédéral qu'avant. Et ça, c'était en 2016. Donc depuis, j'ai pas eu d'actualisation, mais je ne pense pas que ça se soit arrangé. Chaque conseiller national, donc c'est l'équivalent des députés à l'Assemblée nationale en France. Comment ça s'appelle en Belgique, l'Assemblée nationale? Des députés. Le gouvernement. Parlement, oui, mais le Parlement, il y a 2 chambres. Hein. Non, le gouvernement. Alors, c'est le Parlement et le Sénat, c'est ça? Oui. Donc, c'est équivalent au Parlement. On ne sait plus où on en est en Belgique. Oui, j'adore. Chez nous, en Suisse, le Parlement, c'est les 2 chambres ensemble. C'est le Conseil national et le Conseil des États, qui fait office de Sénat. Chez nous, on a 200 conseillers nationaux qui représentent le peuple, entre guillemets, et 46 conseillers aux États qui sont comme des sénateurs. Donc, en tout, on a 246 députés parlementaires pour la Suisse. Tu gagnes combien? Oui. Pas l'air détaillé. À mon avis, ça doit être tout pas mal. Je pense que la prochaine fois, c'est une bonne question. Comme ça. Voilà, donc ça, c'est les lobbies, on leur montrait. Et d'ailleurs, quand je me suis présentée au Parlement suisse, au Conseil national et au Conseil des États, il y a 2 ans, l'une de nos mesures, c'était d'interdire les lobbies au Parlement. C'était un peu trop extrême, hein, je dis. À mon avis, Ça prouve de la proportion. Alors là, je détaille les 3 villes dans lesquelles on a des institutions qui sont intéressantes à connaître. La capitale, Berne, dans lequel on trouve le palais fédéral, donc c'est le gouvernement suisse, avec une place, avec des fontaines dessus. J'ai l'impression qu'ils mettent plein de fontaines sur les places des organisations importantes. Peut-être en cas de manifestation intempestive ou je ne sais pas. La Banque nationale suisse qui est juste à côté, à droite, quand on sort du palais fédéral, de laquelle je suis l'actionnaire et pour laquelle je me rends aux assemblées générales de temps en temps pour y semer mon petit grain de sel, comme vous le connaissez. Vous avez ce monsieur, Agustin Carstens, qui est le directeur général de la BRI à Bâle. La BRI, c'est la Banque centrale des banques centrales, la Banque des règlements internationaux. En anglais, c'est BIS, Bank of International Settlements. Et vous avez Genève, j'ai laissé beaucoup de blancs pour le remplir avec de belles organisations internationales, 43 en tout. Évidemment, je ne vais pas tout mettre, mais vous en avez un petit échantillon. Vous avez donc l'ONU avec Antonio Guterres, c'est le Premier ministre au Portugal avant d'être là. Vous avez Bill Gates, alors lui, il ne loge pas à Genève, quoique il doit avoir quand même ses entrées, mais Gavi, et donc on en a déjà parlé, est à Genève, à côté de l'OMS. Vous avez le Forum économique mondial avec, parmi ses membres, Ngozi Okonjo-Iweala, vous voyez, directrice de l'OMC. Vous avez la directrice du CERN, Fabiola Gianotti, qui elle aussi est arrivée en 2019 d'ailleurs. Tout à l'heure, je cherchais une personne en 2019. Et vous avez Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est donc à l'OMS depuis 2017. Vous avez également Peter Brabeck, qui était directeur PDG de Nestlé, qui a été vice-président du conseil d'administration du Forum économique mondial, qui est à Genève avec la société, enfin c'est pas une société, c'est une fondation privée, GESDA. GESDA, je sais pas si vous connaissez. Non. C'est la fondation pour anticiper, enfin ça dit, GESDA c'est Geneva Science and Diplomacy Anticipator. Donc c'est anticipateur de science et de diplomatie qui promeut 336 objectifs transversaux. Parmi lesquels les chimères, les cyborgs, la fausse mémoire, la voie électronique, l'édition du génome et j'en passe. Tout ça, c'est sur le site officiel.
Jezda. Donc, ce Peter Barrett, il se trouve être aussi le président de Jezda. Je vais rencontrer les hasards. Vous avez aussi l'OTAN qui a maintenant ses bureaux à Genève. Je rappelle que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et ne fait pas partie de l'OTAN. Mais par contre, a signé un PPP. Qu'est-ce que c'est le PPP? C'est le partenariat pour la paix. Faut le faire. Ah non, mais il y a beaucoup d'humour chez nous aussi. Et donc, ils ont des bureaux de liaison à Genève. Quand ils crieront paix, c'est une Pour la paix des ménages, donc quelle paix il s'agit. Il y a le GIEC aussi qui a son siège à Genève. Je parlais du climatisme, alors je vais un petit peu vite en besogne, mais j'ai fait aussi une conférence sur la fausse transition verte et sur l'origine de ce qu'ils appellent le réchauffement climatique. Ça vient aussi de la Fondation Rockefeller, ça vient de Maurice Strong, qui était un des deux mentors de Klaus Schwab. C'est toujours des gens qui se côtoient, et puis qui vient de Harvard, qui a fait venir, en fait, il y a aussi Kissinger, qui était l'autre mentor de Klaus Schwab, qui a fait venir Klaus Schwab à Harvard. Bref, c'est une grande famille. Alors évidemment, je vais faire un petit aparté encore une fois sur le Forum économique mondial. Je dirais que cette présentation elle est très axée sur le WEF. Mais effectivement, j'ai voulu trouver une sorte de tronc commun. Et c'est vrai que tous ces gens se rencontrent, ou se connaissent, ou se côtoient plus ou moins au même endroit, à Davos. Alors le siège du WEF est à Genève, mais la réunion qui a lieu chaque année au mois de janvier est à Davos. Davos, je l'ai appris récemment, est la plus haute ville de Suisse. Voilà. Et vous avez les deux ouvrages d'anthologie, dont vous avez certainement entendu parler, de Klaus Schwab, Covid-19, The Great Reset, et la quatrième révolution industrielle, qui est en 2 volets, en fait, il y a 2 livres, 2016 et 2018, dont je parle dans le livre, qui sont en fait les idées résumées de Klaus Schwab. Là, vous avez Alain Berset, un grand chauve lui aussi, qui était notre conseiller d'État, conseiller fédéral de l'intérieur, donc la police, mais qui s'occupe aussi de la santé. Ça va ensemble. Et qui était là depuis 2012. Celui qui nous a mis en place nos belles lois sur les épidémies qui peuvent rendre la vaccination obligatoire, mais qui n'a pas été encore enclenchée. Et à ce moment-là, évidemment, personne ne s'est inquiété, puisqu'on n'était pas encore dans les narratifs de pandémie ou d'épidémie. Et c'est lui qui a géré toute la crise Covid, on va dire. Et maintenant, il est au Conseil de l'Europe. Il est secrétaire général au Conseil de l'Europe. Il a été promu, quoi. Donc, il disait en 2012, quand j'ai participé pour la première fois au WEF, au Forum économique mondial, mon thème du forum était The Great Transformation, Shaping New Models. Ça veut dire la grande transformation, élaborer de nouveaux modèles. Il a été pratiquement tout le temps, toutes les années à Davos. Et puis là, vous avez le Conseil d'État, qui est le gouvernement genevois cette fois, tous autour de Klaus Schwab. C'était un événement qui a eu lieu en octobre 2023, il y a 2 ans, pour un déjeuner de courtoisie. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, on ne sait pas ce qu'il a signé, mais tous ces gens qui sont représentants, qui sont ministres, mangent avec Klaus Schwab à l'hôtel de ville pour la courtoisie, parce que comme Klaus Schwab est un grand, je ne sais pas s'il a un contribuable, mais en tout cas c'est un résident de Genève, ils vont entretenir des bonnes relations de voisinage. Je ne sais pas. Qui dirige le WEF en 2025? Ça, c'est la grande question, parce que Klaus Schwab l'a créé en 1971. Ça ne s'appelait pas le WEF au départ. C'était le European Symposium, c'était le symposium européen de management, ou de gestion européenne. Et puis, depuis, il y a eu des petites bisbilles au WEF. Il a été sous enquête, Klaus Schwab, parce qu'il y a eu des personnes qui l'ont accusé d'avoir eu des comportements pas respectueux, des harcèlements, y compris sexuels, et avec de l'argent un petit peu détourné. Mais bizarrement, récemment, je crois que c'était en août, mais il était blanchi. Par contre, il n'est pas revenu au WEF, il n'est plus le président du WEF. Il avait déjà averti qu'il partirait au début de l'année, puis là, c'est avril, il est parti définitivement depuis l'enquête. Il a fait place, il a laissé sa place à Peter Brabeck, le fameux
qui est habituellement président de GESA, qui était président chez Nestlé, et celui qui parlait de l'eau comme d'un bien marchand, et que c'était extrême de voir que l'eau potable fasse partie des droits humains fondamentaux, d'avoir accès à l'eau potable. C'est trop extrême selon lui. Donc, les Donc, droits de l'homme, médecin, il tout ça par-dessus. donc, il faut contrôler tout ça. Donc maintenant, il y a deux personnes qui sont à la tête du WEF, des présidents à l'intérim, des coprésidents à l'intérim. Vous avez ce monsieur, André Hoffmann, qui se trouve être le vice-président de Roche. Roche, c'est notre groupe pharmaceutique le plus riche, le plus influent, le plus... Voilà. C'est celui qui a, et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, sur le site de Pharmapro, deuxième groupe mondial, premier groupe suisse pharmaceutique, avec 66,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. C'est quand même bien tombé, hein? C'est bien calculé, hein? Ouais. C'est comme le budget, je crois que c'est le budget pour la recherche de l'Union européenne, qui est donné par la Suisse, je crois que c'était pour 2024, je sais plus si c'est 2024 ou 2025, c'est aussi 666 millions de, je sais plus, c'est dollars ou francs suisses. C'est des chiffres. C'est aussi d'ailleurs au passage la famille Hoffmann qui est la deuxième plus riche de Suisse, parce qu'on a une liste des 300 plus riches de Suisse, de partie des 155 premiers milliardaires, c'est le deuxième. Membre du comité d'administration depuis août 2017. Et donc le deuxième coprésident à l'intérim, c'est le fameux Larry Fink, Lawrence Fink, qui est hilar, c'est une photo que j'ai trouvée, au Forum économique mondial, et qui est donc le président de BlackRock. Et il est, depuis 2019, donc lui aussi 2019, au conseil d'administration du WEF. Et maintenant, il est président. Il n'est plus dans le comité d'administration, mais il est plus haut. Alors, la santé. La santé, on revient chez Alain Berset, le fameux actuel secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui a été 12 ans chez nous, conseiller fédéral, ministre de l'Intérieur, et qui a orchestré toutes les mesures Covid. Alors, je vous sors des petites pépites, des petites phrases comme ça qu'il a prononcées pour vous donner un petit peu le ton et le fond de sa pensée. Donc, il nous disait en avril 2020 que tant qu'il n'y aurait pas de vaccin, la maladie ne disparaîtrait pas. Qu'il a vu des gens dans la rue qui s'embrassaient, qui se tenaient et qu'il avait envie de les séparer en août 2020. Qu'il n'y aura pas de vaccination obligatoire au général contre le Covid-19, mais cependant, la question pourrait néanmoins se poser en cas de résistance importante à la vaccination. Il n'est pas contre l'obligation vaccinale. Sachant qu'en Suisse, comme l'a dit Philippe au début de la conférence, en Suisse, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour personne. En théorie. C'est comme dans le préambule où on vous dit qu'on va tout faire pour la liberté et la démocratie. Même pour les enfants. Pour personne. D'accord. Okay. Mais à l'école, effectivement, ils te demandent quand même la vaccination. Bien sûr. À tout hasard. Et on m'a reproché, donc, l'un des arguments pour me virer, c'est effectivement que j'ai rappelé la loi, savoir que en Suisse, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Pendant une séance de vaccination qui avait lieu dans ma classe au moment de donner mon quand même. Oui. Tu devais être bien. Mais voilà, c'est comme ça. Avec le certificat Covid, grande phrase qu'il a prononcée en octobre 21, il y a donc 4 ans. Avec le certificat Covid qui est le pass sanitaire suisse, vous êtes sûr de ne pas être contagieux. Avec un vaccin, il ne sait pas du tout s'il est efficace et si on a se faire misérable, c'est sûr qu'on est sûr. Et donc, Pascal Lage l'a dit, vous l'avez peut-être vu passer, a porté plainte contre Alain Berset pour abus de pouvoir, pour mensonge, parce qu'effectivement, il avait connaissance des contrats qui disaient qu'il n'y avait aucune garantie de l'efficacité et ni de l'innocuité de cette injection. Et il ne va pas le lâcher. Hein. Voilà. Alors, il a été débouté par toute la chaîne judiciaire qui se tient tous ensemble dans la grande famille du narratif de l'OMS. Alors ça, c'est Alain Berset dans une autre situation, à Zurich, pour la Street Parade du 12-13 août 2023. Non, mais il s'est rigolé comme tout ce qu'il fait de sa mère. Il ne s'est pas que imposer des mesures liberticides, qui se détendent de temps en temps.
Alors, Didier Guittel, lui, c'est un monsieur qu'on a beaucoup vu sur les plateaux de télévision en Suisse, mais qui est également, vous allez voir, il a plusieurs casquettes. Et il a dit, entre autres, en juillet 2020, ne faisons pas trop confiance aux maths. C'est bien parti. Puis, un mois plus tard, il a dit qu'il était utile de porter un maths. Et puis, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, il a dit qu'il y avait un point d'interrogation par rapport à l'efficacité des maths. Donc, faites votre choix, messieurs, dames. Alors, ce monsieur, pas plus de classe, donc l'essentiel de la slide, c'est ses casquettes. Il est toujours médecin-chef du service de prévention et contrôle de l'infection, ainsi que directeur du centre collaborateur pour l'OMS aux hôpitaux universitaires de Genève. Donc c'est lui le maillon entre les hôpitaux de Genève et l'OMS. Il est également professeur honoraire à l'Imperial College. Vous vous rappelez? Neil Ferguson qui faisait des prédictions de millions et de millions de morts du Covid. Je ne sais plus combien c'était. 2 millions de 6 millions aux États-Unis. Il est également consultant éditorial au Lancet. Vous savez, l'étude du Lancet sur l'hydroxychloroquine qui a été totalement frauduleuse. Il a été nommé président de la mission d'évaluation des exécutifs par Emmanuel Macron en France. Et ces gens-là n'ont aucun conflit d'intérêt, pensez-vous. Et puis, il a inventé avec William Griffiths le gel hydroalcoolique. N'en jetez plus, on en a assez. La Task Force, ça c'est carrément un film à part entière. La Task Force en Suisse. Est-ce que vous aviez une Task Force en Belgique? Déjà, c'est quoi ces termes? On n'est pas anglophone. Alors, chez nous, il n'y avait pas une Task Force, il y avait 2 Task Force. Et personne ne le savait, à part ceux qui creusaient un petit peu. Donc, on nous présentait la Task Force, mais c'était la Task Force scientifique, qui elle avait juste un avis consultatif. Mais il y avait une deuxième task force, celle de l'OFSP, avec ces 2 dames comme responsables, Christine Kopp et Salomé Pankrayers, qui en fait étaient les 2 seules personnes dont nous avions les noms. Parce que tous les autres, et ça vous allez comprendre, n'ont pas été révélés. C'est-à-dire qu'on a envoyé un mail à l'une d'elles, enfin à Salomé, à l'une des 2 directrices, 2 responsables de cette task force OFSP. OFSP, ça veut dire Office fédéral de la santé publique en Suisse. C'est l'office qui gérait toutes les mesures et qui fait aussi, qui gère un peu l'extension du ministère de l'Intérieur et de la Santé. Eh bien, on lui a demandé de nous donner la liste des membres des 2 task force, la scientifique et celle de l'OFSP, qui décide, elle, par contre. Ça, c'est la version qui décide, hein, qui est directement en lien avec le gouvernement. Donc, je vous remercie également de m'envoyer la liste des membres de la Suisse nationale COVID-19 Science Task Force, mais avant ça, la liste des membres de la première task force de l'OFSP. Eh bien, voilà la réponse. La réponse, c'est sa collègue Christine Kopp qui nous l'a donnée. Les membres de la task force de l'OFSP ne sont pas publiés vers l'extérieur. Les membres sont des collaborateurs et collaboratrices de l'OFSP. En ne publiant pas leur nom, nous assurons leur sécurité dans la situation exposée de notre travail. Pourquoi ces gens-là ont-ils besoin d'une sécurité si ce qu'ils font sont parfaitement légitimes, honorables, vertueux pour notre bien-être, notre santé? On va bien savoir. Donc on n'a pas accès au nom de ceux qui décidaient de ce qu'il fallait mettre en place pour nous en Suisse, avec la fameuse task force de l'OFSP. Par contre, la task force scientifique, celle qui passait toujours dans les journaux, celle que les médias citaient en permanence, eh bien, ont beaucoup plus de transparence et on voit qu'ils sont tout à fait indépendants et libres et pas du tout orientés par quoi que ce soit dans leur travail. Vous voyez, entre Christian Munz qui travaille pour Moderna, Roche, Novartis, Alexandre Academy, qui est membre de l'OMS, Suzanne Suss, qui travaille pour Merck et l'Imperial College, entre Volker Thiel, qui est membre de l'OMS, entre Béatrice Weder, Marcel Tanner, Clarence Sigrist, qui était la spécialiste de vaccination aux hôpitaux universitaires, qui respectivement travaille pour l'OMS, travaille pour Novartis, travaille pour FIND, la fameuse alliance des diagnostics, financée par Bill Gates d'ailleurs, qui est aussi l'organisme Megavi,
Il travaille pour le Conseil européen en développement pour les essais cliniques. Et bien, Anne-Claire Clément-Sigris qui travaille pour l'OMS, qui travaille pour le Wellcome Trust, dont fait partie l'Alliance COVAX avec tout ça, que les gens qu'on a vu avant, les hôpitaux de Genève, Sanofi Pasteur. Eh bien, tous ces gens sont tout à fait aptes à prendre des mesures en toute indépendance. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Et puis ça, c'est un échantillon parmi les membres de la task force scientifique. Dans le même registre, un petit peu plus administratif cette fois, on a dû voter dans notre belle démocratie suisse, vous vous rappelez, la loi Covid-19, le 13 juin 2021. Cette loi, elle avait été décidée sans nous avant. C'est-à-dire que quand il y a des lois importantes en Suisse, c'est le Parlement qui adopte la loi. Le gouvernement propose, le Parlement dispose, mais en général, on n'est pas tellement invité au bal. Sauf quand on déclenche un référendum, enfin quand eux, ils doivent déclencher un référendum qu'on appelle référendum facultatif, pour lequel il faut que nous, citoyens suisses, on récolte au moins 50 000 signatures valides. Ça veut dire qu'on doit en récolter au moins 60 000 pour être sûr qu'elles soient validées. Ça a été fait. Je crois qu'il y a 90 000 signatures qui ont été récoltées pour la loi Covid-19. Alors, on a pu voter sur la loi Covid-19. Le seul hic, c'est que dans le livret de vote qu'on reçoit, on a les textes de loi sur lesquels on est censé voter, avec les articles qui sont censés être appliqués. Eh bien, voilà le texte qu'on a reçu, qui n'était pas conforme au texte qui a été appliqué. Parce que la loi Covid-19, c'était une loi d'urgence. Les lois d'urgence, elles se modifient dans le temps. Elles peuvent se modifier sans consulter personne. Peut-être qu'ils se consultent à l'Assemblée fédérale, mais en tout cas, ils n'ont pas de compte à rendre par rapport à ça. Donc nous, on a voté sur la version initiale du 25 septembre 2020. Et ce qui a été adopté, c'était la version du 1er avril. C'était pas le 3 avril. Hein. Et par exemple, dans l'article 1A, qui n'existe pas dans la version qui est dans le livret de vote, eh bien, le Conseil fédéral, donc au gouvernement, a les pleins pouvoirs sur les décisions concernant la santé. Mais ça n'était pas dans la loi présentée dans le livret de vote. Alors j'ai appelé ça le jeu des 41 erreurs. C'est 41 différences. En fait, non, il y avait 86 en tout. Il y avait 41 différences qui avaient été votées, qui avaient été mises en mars, le 19 mars. Donc, entre la version d'origine et la version du 1er avril, il y avait eu 41 changements en mars. Certificat sanitaire, le pass Covid, le pass sanitaire, il n'était pas dans la version qu'on a eue dans notre boîte aux lettres, article 6A. Et puis également l'aide aux médias, article 14D, qui permet de donner de l'argent, encore de l'argent aux médias, qu'ils soient privés ou publics, qui sont déjà grassement payés, avec la redevance obligatoire qu'on doit payer même si on n'a pas de télévision chaque année, 335 francs, avec un organisme qui est privé. Ensuite, le traçage numérique. Ça, je me suis arrêtée là pour ce qui était de la santé, parce que tout le reste est du même genre, mais s'il y a trop d'infos, on ne retient plus. Hein. Passage numérique, l'identité suisse. L'identité numérique, ça c'est la petite vidéo que j'avais faite en août pour expliquer tous les bienfaits de cette identité numérique. Je suis ironique, hein, pas toujours prendre au pied de la lettre, les bienfaits, c'est-à-dire la Banque mondiale qui propose de relier l'identité numérique à nos moyens de paiement, à nos identifications de paiement. L'identité numérique nécessaire pour refuser de donner ses organes, parce que c'est la manière dont on nous dit qu'il faut exprimer un refus. Chez nous, c'est depuis mai 2022 que par défaut, nos organes sont prélevables. Par défaut, c'est-à-dire si tu dis rien, ils peuvent se servir. Ici, Si on doit refuser, eh bien on peut le faire. Ici, tu dois faire une avec déclaration. une identité numérique. Mais à part ça, c'est pas obligatoire. Hein. On nous dit que c'est pas facultatif. Donc, ce qu'on nous disait aussi, c'est que, c'est comme ce que je vous ai montré avec le petit schéma, l'identité numérique serait utile pour la santé, entre guillemets, pour payer, pour ouvrir un compte en banque, signer des documents en ligne, pour rentrer un oui. Et effectivement, pour pouvoir refuser d'être prélevé sur ces organes. Alors, petit problème avec cette identité numérique. Première chose, LK. Donc ça, c'est une société de technologie numérique, a été désignée comme celle qui allait mettre en place l'identité numérique.
avant la votation. 8 mois avant la votation. En janvier 2025. Alors, on était censé choisir si on la voulait ou si on ne la voulait pas, cette identité numérique. Alors, on se pose des questions. Et puis, alors là, on se pose encore plus de questions quand la bourse suisse nous dit qu'en 2026, l'identité numérique sera en place juste après la votation dans un document qui date du 18 juin 2025. Et puis, ensuite, on regarde la carte avec le résultat des votations. Et tout ce qui est rouge, c'est non à l'identité numérique. Et puis, finalement, eh bien, c'est accepté avec un oui par les cheveux à 50,39%, à 20 000 voix de différence entre le oui et le non. 20 000, c'est pas grand-chose. Hein. Surtout que avant que Zurich, le canton de Zurich ait été comptabilisé dans cette votation, eh bien, c'était le non qui l'emportait avec la population. En Suisse, dans notre belle démocratie suisse, la plus belle démocratie du monde, parfois on demande au peuple, et parfois on demande au peuple et au canton d'être d'accord ou pas d'accord avec la loi. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est que le peuple qui a été consulté. Et même si la majorité des cantons, 8 sur 26, étaient, 8 sur 26 étaient pour l'identité numérique et la majorité, donc le reste, était contre l'identité numérique, eh bien, la population, d'après leur compte, qu'on ne peut pas vérifier, eh bien, a voté oui, soi-disant. Avec un taux de participation qui a baissé avec le temps. C'est quand même pas banal, hein. À 15h36, le taux de participation était de 49,74%. 40 minutes plus tard, il est de 49,55%. Alors, pour la mathématicienne que je suis, ça fait un petit peu bizarre. Ça me compte. Mais il y a eu quelque chose qui m'a échappé. Autre chose, cette votation, on parlait de corruption, hein. Eh bien, le camp du oui, parce qu'il y a plusieurs associations qui doivent s'identifier sur la page des financements des campagnes, hein, sur le site du gouvernement, qui doivent dire combien ils ont reçu et de qui ils ont reçu pour faire leur campagne pour un objet de vote. Eh bien, Swisscom, qui est l'opérateur téléphonique étatique, qui est détenu à 51,2% par l'État suisse, a donné 30 000 francs au camp du oui pour l'identité numérique. Et puis, on apprend que quelques jours avant la votation, les deux gros groupes de presse suisses, donc Ringier et TX Group, ils ont toute la presse à eux deux, pratiquement, en tout cas la presse francophone. Eh bien, ils ont donné aussi, respectivement, 85 000 et 78 000 francs, quelques jours avant la votation. 4 jours et 2 jours. Alors, on ne peut pas influencer, encore moins avec les médias qui sont censés être neutres, des votations. C'est pas légal de faire ça. Et donc, des recours ont été déposés pour corruption, en fait, hein, pour financement illégal de campagne par des États, par des officines, soit étatiques, soit médiatiques, et dans les deux cas, ça ne va pas. Donc, le recours est en cours, qu'à le dire. Il est au tribunal fédéral actuellement. On verra ce que ça donne. Je donnerai l'info sur mes réseaux. Vous pouvez suivre. Mais bon, je n'ai pas un énorme espoir en voyant ce qu'ils ont fait durant toutes ces années avec leur désinformation et leur censure. La guerre en Ukraine, chez nous aussi, les impôts servent à de bonnes choses. Hein, on sait en moins pourquoi on les met, ces impôts. Ici, vous aviez Ignacio Cassis, qui était le président 2022, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui aime beaucoup, vous voyez, ils ont une belle complicité avec Zelensky. On les croirait frères, ils sont peut-être dans les mêmes loges d'ailleurs. Donc, 5,16 milliards de francs suisses depuis le début du conflit, enfin, c'est pas le début du conflit, hein, depuis la médiatisation du conflit, en février 2022. Et on nous dit aussi chez nous qu'on vit trop vieux et que normalement, il n'y a pas forcément d'argent pour la retraite. Mais par contre, pour l'Ukraine, il n'y a pas de problème. Et puis, le 24 heures nous dit que selon leur sondage, c'est un peu comme les votations, c'est complètement opaque, on n'a aucune idée de comment ils font leur sondage. 70% de la population se range du côté de Volodymyr Zelensky, donc le président de l'Ukraine,
et que 2 tiers souhaitent assouplir, bien, la réexportation d'armes en sa faveur. Je rappelle que la Suisse est connue pour sa neutralité. Donc, ils ont arrêté d'exporter des armes, mais ils sont fortement encouragés à réexporter des armes en Ukraine pour la paix. Neutralité coopérative, vous avez déjà entendu ce terme? Neutralité coopérative, c'est un terme qui vient du même Ignacio Cassis, qui était à Davos en 2022 en tant que président, et qui nous expliquait que les gens étaient un petit peu surpris de cette neutralité qui n'était pas trop respectée avec l'Ukraine, avec l'argent qu'on leur envoyait, les armes et tout ça. Et il expliquait cela en disant, face à la violation brutale des valeurs fondamentales qui sont aussi les nôtres, aucune neutralité ne saurait être de mise. C'est lui qui décide, en fait, si c'est la neutralité ou pas. Rester passif, dit-il, c'est tolérer que le droit soit violé, ce qui peut faire le jeu de l'agresseur. Est-ce qu'on parle un petit peu de Gaza? Là, je crois que la règle ne s'applique plus. Là. Rester passif, donc c'est bien cette neutralité coopérative qu'incarne la Suisse. Alors, vous savez, messieurs, dames, notre pays est en neutralité coopérative. C'est un petit peu la Norvège qui tout et son inverse. Donc, on est neutre, mais on coopère avec ceux qu'on aime bien, peut-être. Je ne suis pas sûre que ça va beaucoup. Mais chez qui on va se rencontrer à Davos, par exemple. La censure des voix qui dérangent, la même que chez vous. Des médias pas vraiment neutres. Ça, c'est un reportage qui a été émis par la télévision nationale 14 jours avant la votation sur la loi Covid-19. Mais la deuxième votation, puisque ce que je vous ai montré, c'est la première votation du 13 juin. Et comme on a insisté et qu'on a dit, attendez les gars, il y a plein de modifications qui n'ont pas été mises dans le livret de vote, on va revoter là-dessus, puisque les gens ne savaient pas que vous n'avez pas montré dans le livret de vote. Donc, on a une deuxième votation sur la loi Covid-19 en novembre. Et 14 jours avant, 2 semaines avant, on a eu un reportage de la part de la RTS qui disait que la loi sur comme il disait, mise au point sur la haine avant la votation sur la loi Covid. En fait, il nous faisait passer pour des haineux, pour des violents, pour des terroristes, pour des extrêmes droites. Donc, il fallait absolument voter pour la loi Covid-19, sinon c'était voté comme les extrêmes, les agressifs, les violents, etc. Alors, ils ont été condamnés par le tribunal fédéral pour avoir violé le principe de neutralité. Ça ne les a pas empêchés de continuer. Hein. Et puis, vous voyez Alain Berset, toujours lui, et puis son ami, Marc Valder. Marc Valder, c'est qui? C'est le président, c'est le directeur, du groupe Ringier, le fameux deuxième groupe de presse suisse. Vous savez, il y en a deux. Il y a Ringier et TX Group, qui prennent l'essentiel de la presse et de la presse suisse. Eh bien, Marc Valder nous disait, en février 2021, dans une petite vidéo interne qui a fuité, qu'il ne fallait pas creuser de fossé entre la société et le gouvernement. Et qu'il fallait que les médias avaient une dimension de responsabilité en soutenant les gouvernements dans cette crise historique. Donc on parle toujours des médias qui sont censés neutres, pluriels, objectifs, sans parti pris, qui respectent le code de fameux code de Charles de Munich, des codes de déontologie du journaliste, hein, qui doit donner la parole à tous les points de vue. Eh bien voilà. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que Marc Valder, c'est donc le directeur de Ringier, et Ringier, c'est l'antenne qui gère notamment le Blick. Le Blick, c'est un journal qui est fort lu en Suisse romande, et aussi en Suisse allemande, je pense. Et le Blick a informé des nouvelles mesures qu'elle allait déployer avant qu'elles soient déployées pour influencer l'opinion publique et aussi des parlementaires qui étaient amenés à voter sur les mesures. Donc les médias, Marc Valder avait l'info avant, les proches de Alain Berset, on voit dans cet échange, on voit la salutation amicale aussi du conseiller fédéral Berset. Et là, c'était son chargé en communication qui échangeait avec Marc Valder. Donc, ils sont amis, ils sont proches. Marc Valder diffuse des infos avant qu'elles soient validées. Comme ça influence tout le monde. Et comme ça,
les mesures liberticides passent comme une lettre à la poste. Eh bien, ils ont été épargnés par le Blick, qui a parlé des fuites, enfin, par le Tagblatt et le Blick à l'Oreiller. Tagblatt, c'est un journal suisse-allemand, qui ont parlé des fuites au sein du département. Tout ça, c'est ce qu'on sait. Alors, imaginez ce qu'on ne sait pas. Chez vous, c'est pareil. Et là, c'est encore moi, qui décidément a du mal à me taire. Lors de la campagne pour le Parlement suisse, Philippe, il a été gentil, il a dit que j'étais censurée. En fait, c'était pas tellement de la censure, j'ai été diffamée, donc traitée de tous les noms, vraiment de tous les noms, c'était pas dans le livre. Et à côté de ça, je n'étais pas invitée au débat. Ils ont présenté les candidats au Conseil des États, donc l'équivalent du Sénat suisse, comme s'il y avait 4 candidats pour Genève, or nous étions 6. Et ils ont fait un débat avec les 4 candidats qui étaient les candidats, pour eux, les seuls candidats qui existaient, en m'occultant avec ma policière. Donc, on n'existait pas pour la population, qui n'a pas su qu'on se présentait. J'ai quand même eu 4000 et quelques voix, donc ça fait 4%, 4, je sais plus, un petit peu plus 4,1% des voix, ce qui n'est pas rien au vu de cette censure des débats. Et puis, on a voulu poser nos affiches, du coup, vu que j'étais pas au débat, sur le tramway qui était le plus connu de Genève, qui allait traverser la ville, avec dessus donc des affichages qui parlaient de l'agenda 2030, de la sexualisation des enfants à l'école, des placements abusifs par les services de protection de l'enfance, de l'argent liquide qui était en train de disparaître, etc. On avait réussi à livrer des visuels qu'on avait fait en 24 heures à 4. Eh bien, ils ne sont jamais parus. Pour ceux qui étaient là l'autre jour, ils savent, mais ce qu'on nous a dit, c'est que la colle n'était pas conforme. Moi, je n'étais pas préparée pour ça. Je ne savais même pas que c'était possible d'invoquer ce genre de raison pour ne pas coller des affichages de campagne. Alors, la colle n'était pas conforme. La colle, pour que vous sachiez, c'était un peu comme du post-it. Bon, ça peut faire beaucoup, hein, post-it. Et c'était une société qui habillait l'écart depuis 20 ans. Qui en a 1600 par an, qui nous a imprimé nos visuels pas conformes. Soi-disant pas conformes. Voilà. C'est un échantillon parce qu'il y a d'autres. C'est le chapitre 11 du livre, vous verrez, une tentative politique, mais c'est un sketch en fait, hein, c'est un film. C'est une caméra cachée. Je me suis pas demandé, elle est où la caméra? Parce que vraiment, j'ai même été assignée en procès 2 fois pendant ma campagne. Comme ça, les médias ont bien pu écrire Chloé Framling condamnée. Hein. Ah bon, non, il faut en rire. Enfin, je pense que l'humour nous sauvera. Hein. Parce que ça, c'est une des armes qu'on va mettre, dont on va user et abuser pour se sauver de ce marasme. Donc, finalement, on a porté plainte pour censure et on a gagné. Sauf que les médias n'en ont jamais parlé. Ou alors très discrètement. Ils n'ont pas fait les gros titres avec la réussite de cette plainte qui a condamné la RTS. Mais condamné à quoi? Condamné à passer... à réprimander ou à faire une petite réunion avec les différents responsables de rédaction, leur dire c'est pas pour moi. Je ne recommencerai pas. Hein. Et puis c'est tout. Je n'ai même pas été invitée à un débat, je n'ai pas été invitée pour avoir un droit de réponse, rien du tout. Et ça s'est terminé comme ça. Néanmoins, la RTS a été condamnée pour son défaut de présentation fidèle des élèves. Ça, c'est une autre façon de censurer aussi les gens dans notre belle Suisse si démocratique. C'est une directive qui a été émise en 2019 à Genève et qui nous dit, pour les enseignants, que nous sommes tenus d'avoir nous avons un devoir d'exemplarité et que nous sommes tenus d'avoir en tout temps un comportement auquel les élèves puissent s'identifier, sans nous préciser évidemment ce que ça veut dire. Et on nous dit qu'on a un devoir de fidélité à l'État. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai été licenciée, c'est parce que j'ai parlé du statut vaccinal de Mauro Poggia, qui était le conseiller d'État à la santé à Genève, qui n'était pas vacciné. Et qui nous disait que c'était une erreur de casting, les soignants qui n'étaient pas vaccinés, et qu'il fallait dénoncer les restaurateurs qui ne contrôlaient pas le pass. Donc ce monsieur-là n'était pas vacciné, et je savais de source sûre, puisqu'il avait fait un pass pour lui et sa famille dans un laboratoire. Et c'est la personne qui était au laboratoire qui m'a envoyé des photos d'écran du test, avec marqué vaccines non, exactement, le statut vaccinal ne doit pas de vote. Voilà.
Donc, on doit avoir un devoir de fidélité. On a un devoir de fidélité depuis 2019, à l'école, mais aussi en dehors de l'école, pour les activités extra-professionnelles. Voilà la démocratie en Suisse. Et là, vous avez un communiqué de presse des différentes agences syndicales de Genève qui trouvent effectivement que ça menace, cette directive menace les libertés individuelles du personnel enseignant en dehors de leur activité professionnelle. Elles se sont bien gardées de me défendre pendant que j'ai été persécutée et virée. En tout cas, elles l'ont dit. Je fais quelques annexes à cette présentation en donnant le profil de quelques autres membres du conseil d'administration du Forum économique mondial. Peter Brabeck, on en a déjà parlé. Il était vice-président maintenant, il n'est plus là depuis qu'il y a eu l'enquête sur Klaus Schwab. Il était plutôt dans le camp anti-Klaus Schwab. Il y avait une sorte de rivalité. Il est parti. Christine Lagarde. Christine Lagarde, ça fait longtemps que les conseils d'administration du WEF, je ne sais pas depuis combien de temps, mais c'est le site qui permet d'aller voir les archives, archives.org, ne va que jusqu'à 2016. Donc, je suppose que ça fait plus longtemps. Mais en tout cas, elle est là depuis 2016. Donc, elle est présidente de la BCE. Elle était au FMI avant. Hein. On était à Monsanto aussi. Pardon. Elle a travaillé pour Monsanto. Ah oui, bien sûr. Oui. Je vais pas à la place de tout mettre, mais effectivement, ils ont toujours un petit background qui rejoint les sponsors des autres organismes. Fabiola Gianotti, donc la directrice du CERN, qui est arrivée en 2019, qui a fait 2 mandats, la première femme à être directrice générale du CERN. Le CERN, c'est aussi une organisation internationale qui a tous les droits, hein, une immunité complète, pas d'impôt à payer. Mes 2 parents étaient ingénieurs au CERN, par exemple. Et c'est pour ça que je suis née à Genève. Ils sont venus travailler au CERN. Fabiola Gianotti, qui a été chez GESDA aussi, vous savez, le truc de transhumanisme, la fondation privée, eh bien, elle est au WEF depuis 2019, depuis qu'elle est directrice générale du CERN. Donc, le CERN, c'est le Conseil européen de recherche nucléaire, hein, qui est en train de construire un anneau de 91 km de longueur. On peut apprendre la Suisse, pour l'instant, c'est 27 km, on va faire presque 100 km. Il va y avoir quelques champs électromagnétiques pour les électrohypersensibles, ça risque de déménager un petit peu. Philippe Hildebrand, alors lui, il était président de la Banque nationale suisse et il a été remercié, ou démissionné, je ne sais plus exactement, après des soupçons de conflit d'intérêts sur des investissements dans l'euro ou dans l'euro avant de changer le taux de change entre l'euro et le franc suisse. Avec sa femme, il a été épinglé, pas vraiment condamné. Et du coup, il s'est recyclé où? Il a été embauché par BlackRock, vice-président chez BlackRock depuis 2012. Voilà. Donc maintenant, il est aussi au conseil d'administration du WEF depuis mai 2025. Et puis, alors, cette dame dont j'ai parlé tout à l'heure, la directrice générale de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, qui était à la Banque mondiale, qui était au conseil d'administration de Gavi, qui était aussi ministre au Nigeria, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, je crois. Et qui se retrouve à l'OMC, qui se retrouve au WEF aussi, au conseil d'administration du WEF depuis 2021. Al Gore, je reparle du climatisme, Al Gore, un fervent ambassadeur du réchauffement climatique, qui a fait un film d'ailleurs là-dessus, qui était vice-président aux États-Unis, qui est cofondateur de JIM, et qui est au conseil d'administration du WEF depuis au moins 2016 aussi. Julie Sweet, que vous ne connaissez certainement pas, PDG de Accenture. Accenture, c'est l'une des organisations, l'une des sociétés qui donne des conseils en technologie, qui a d'ailleurs participé au conseil auprès du gouvernement français. Vous savez, quand il y a le dossier McKinsey, l'année dernière, je crois que ça a été extrêmement vite. Il y a eu McKinsey qui a été épinglé, il y a eu aussi Accenture qui a été payé par le gouvernement français pour lui donner des conseils. Eh bien, Accenture fait partie des membres fondateurs de ID 2020, Identité numérique 2020, qui s'allie avec Gavi. Alors, c'est ça. Ah, bien, on va avoir une petite pause. C'est quoi? C'est ça. Attends que ça se rallume. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions avant que ça se rallume? Est-ce que des gens découvrent tout ça?
Oui. C'est des choses qui ne passent pas tellement à la télévision. Comme ça. Disons qu'on en connaissait déjà un rayon, mais on en apprend. Les autres, là, il y a vraiment approfondi, les en fait. Bernard Fonfrendi. C'est pour les Le rideau les s'ouvre, oiseaux ici. le rideau s'ouvre de plus en plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça vaut mieux que ce soit doucement pour qui ça va se déchirer du jour au lendemain. Parce que, En tout cas, on a vu, hein. ce que je remarque de plus en plus, c'est qu'ils font attention à la confiance qu'ils ont perdue auprès de la population. Ils font des rapports réguliers. Par exemple, il y a le rapport Edelman chaque année qui évalue la confiance que la population, dans chacun des pays mondiaux, a envers les gouvernements, les médias, les institutions, les sciences. Et cette confiance, elle ne fait que baisser. Quand se réveille. Je ne sais pas exactement s'ils font des sondages ou si ils regardent l'adhésion, peut-être le taux de, tu sais, l'audimat, les gens qui regardent la télé, par exemple, je sais pas. Je pense que ça fait des sondages. En tout cas, ils sont à moins de 50% partout. Hein. C'est quand même assez prometteur. Et d'ailleurs, depuis quelques années, le thème principal et la menace principale qui est décrite par le Forum économique mondial dans son rapport annuel Global Risk, c'est la désinformation. En fait, ils ont peur de perdre la confiance des gens parce qu'ils sont plus manipulés. Quand la majorité ne croit plus du tout ce qu'ils racontent. En fait, je crois que... On va devoir... Il nous envoie des Il nous envoie des émissaires aussi, des conférenciers Des conférenciers. qui relatent par exemple le biais cognitif, des gens de Tu choses. parles de quel conférencier, par exemple? Ah, non, je ne vais pas citer de nom, mais Non, mais quelle occasion? c'est-à-dire qu'en fait, moi je suis un petit peu les conférences d'un côté et de l'autre, et je me suis rendu compte qu'une des dernières conférences où j'ai été sur le biais cognitif, ils essayent en fait de tout amalgamer, c'est-à-dire les histoires effectivement qui ont trait à la réalité des choses telles qu'elles sont, avec Ah oui. les lémuriens dans les soucoupes volantes, la Terre est plate. Alors, l'idée, c'est de nous passer pour des imbéciles et pour des abrutis de tout. Ça fait fini. Donc, C'est on le- parle de la Terre plate, on parle C'est de le biais cognitif en fait. Oui, c'est ça. Ils font des amalgames. Et donc, dès que tu poses une question, ça veut dire que tu te balades avec un chapeau lumineux sur la tête, Oui, voilà. Ouais, c'est ça. tu bois ton pipi et puis que tu parles philosophie. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais disons que c'est un peu réducteur, c'est un peu... c'est vrai, quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de l'arnage. Hein. Oui. Et après, il y a des colloques aussi de fact-checking, vous savez, chaque année. Il y a eu le 10e anniversaire de la fondation c'est quoi? C'est le Fact-Checking Network. C'est Attends, c'est quoi? C'est FCNI. C'est Fact-Checking Network Initiative, je crois. C'est un rendez-vous qui a lieu chaque année et qui a fêté ses 10 ans l'année dernière avec tous les maires, hein, tous les médias, MER, tout ça. Et c'est organisé par le Poynter Institute. Poynter Institute, c'est un organisme de censure, pardon, de fact-checking sur Facebook, sur YouTube, sur Google, partout. Financé par Soros, Fondation Gates, c'est toujours le même. Et donc, ils organisent chaque année une sorte de festival du fact-checking où ils essayent de regagner la confiance du public, où ils essayent de lancer des initiatives pour regagner la confiance du public. Mais malheureusement, apparemment, ils se prennent assez mal. J'ai pas l'impression que ça revienne. Non, ici bientôt, d'ailleurs, ils vont donner une conférence à Herve, ça va être donné par des policiers apparemment. Où ça, c'est À Herve, c'est pas très loin d'ici. Le sujet, c'est justement les arnaques sur Internet. Donc, ce qui ne m'étonnerait pas du tout, c'est qu'ils arborent des sujets aussi étonnants que celui de promouvoir justement la carte d'identité électronique comme une protection justement face aux arnaques. Je n'y ai pas encore été, mais je me prépare déjà. Alors, est-ce que tu y vas dans le pense que vous y allez à cette heure? Ça peut être utile. Hein. Ah, moi j'ai eu. Bon, on essaie quand on peut, bien entendu. Oui. Alors là, vous voyez en direct la reprise, la tentative de reprise en main de ma conférence. On va le mettre en plein écran. En fait, c'est ça, il faut vérifier que c'est bien branché. Hein. C'est pas évident. Moi, j'ai entendu ce matin qu'on allait bientôt devoir se débarrasser de notre carte d'identité, que tout allait se faire avec le Ah oui, téléphone. Ah oui, oui.
Oui, par le Donc, téléphone. identité. Alors, il y a aussi un truc avec carte d'identité, je vais aller un peu vite. Pardon, si ça marche. C'est que les cartes d'identité font disparaître petit à petit les drapeaux. Vous savez, le drapeau du pays. Bon, chez vous, c'est maintenant, je sais pas comment elle est, la carte d'identité belge. Est-ce qu'on voit les drapeaux? En France non plus. Et en Suisse, c'est devenu une espèce de petit confetti. Une espèce de petit confetti avec la croix blanche sur la fond rouge. On voit presque plus non plus. Alors justement, ça c'est la fin de la conférence, c'est que la Suisse se rapproche très dangereusement de l'Union européenne. Hein. Ouais. Pour la petite histoire, on a failli entrer dans l'Union européenne 2 fois, en 1992 et en 2001. Mais le peuple a voté contre. Alors en 1992, c'était à une courte tête. C'était aussi un petit peu comme l'identité numérique, 50,3% a voté contre. Par contre, en 2001, c'était 77% qui a voté contre. Donc là, les Suisses ne peuvent pas du tout rentrer dans l'Union européenne. Nous, c'est pareil. Ils veulent quand même, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des accords bilatéraux. On est au 3e paquet d'accords bilatéraux. Et là, on va être dans l'Europe pour sécurité alimentaire, électricité et, je ne sais pas, la santé. Oui, évidemment. Depuis que le traité pandémie est signé, il faut qu'on se conforme aux directives de Bruxelles. Donc on nous dit qu'on a toujours en démocratie, etc. Mais voyez, on y arrive. Je suis désolée, je ne peux pas aller. Thierry Breton, Ça, vous voyez la compétence en accéléré, si vous avez oublié quelque chose, ça peut faire des rappels. Ça peut vite. Hein. Thierry Breton est devenu sénégalais aussi, il faut le C'est signaler. ça, comme ça. Thierry Breton. Il est sénégalais, monsieur? Ah oui, C'est exilé au Sénégal? exilé au Sénégal. Hein. Mais Thierry Breton est devenu sénégalais. Est-ce qu'il y a de la famille? Jean-Luc. Et Chloé, parce que moi je sais pas si je vais pouvoir rester jusqu'au bout. Ouais, c'est pas fini, il reste 5 minutes. David, on a l'impression que c'est David contre Goliath un peu. Et c'est qui a gagné à la fin? Rappelle-moi. C'est David. Oui, mais dans le sens où il y a tout est tellement imbriqué là dans l'autre, même les comptes en banque, la santé, tout ce qu'on a vu au début. Donc comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Alors moi j'ai eu plein de lueurs d'espoir. D'abord, c'est dans mon chéri, parce que j'ai 15 ans et je me dis, si c'était foutu, il ne demanderait plus de nous prononcer, il ferait plus gaffe à la confiance qu'ils sont en train de perdre. Il ne nous demanderait plus d'aller voter en Suisse. Il ne ferait plus de la propagande par médias, parce que si c'était tout acté, il n'aurait plus besoin de faire ça. Ouais. Donc tant qu'ils font ça, c'est qu'ils n'ont pas gagné le jeu. Hein. Ils savent qu'ils sont en perte. Et à mon avis, ils accélèrent parce que, effectivement, Parce que tout le monde est en train de. tout le monde, il n'y a plus personne qui. Enfin, si, il y entend des gens, bien sûr, mais la masse critique, disons, elle est quand même beaucoup plus importante qu'avant. Avant le Covid. Et plus ils accélèrent, donc plus les gens se réveillent. Ouais. Plus ça accélère leur Ça joue contre. Ce qui est impressionnant, c'est quand on lit les médias mainstream sur les réseaux et qu'on voit les commentaires des gens. Oui. Et les commentaires des gens, c'est ceux qui gardent, c'est ceux qui n'enlèvent pas. Oui. Tous les autres qui sont comme nous, ils sont Mais censurés. ils commencent à laisser. Tu sais, moi, je fais systématiquement des commentaires et les médias commencent à laisser les commentaires qui gênent. Donc, je parle ici notamment pour la Belgique, RTBF, la Libre, etc., des journaux locaux. Ils risquent leur Et vie. je suis impressionnée par le nombre de Parce qu'il y a gens la plus de demande dans la chaîne. se réveillent. Et c'est ça, hein. Et d'ailleurs, nous sommes en guerre. alors, je ne sais pas si c'est mieux de tracer ou parce qu'il y a des choses qui bougent, mais ma chaîne YouTube qui était bannie depuis 4 ans et demi est revenue, enfin j'ai fait appel et j'ai récupéré ma chaîne YouTube. François, Sylvain Jostota, Agora News ce matin, Amélie Paul, Salut Laivi, Jean-Jacques Crèvecoeur, je ne sais pas encore. Il a essayé, on va voir si ça marche. C'est quand même quelque chose, quoi. Parce qu'ensuite, ça permet aux gens qui ne connaissent pas tout ce qu'on sait nous, tout ce qu'on s'est renseigné depuis 5 ans, plus, de découvrir des choses. Moi, j'ai parlé dans ma dernière chronique, j'avais parlé, avant-dernière chronique que j'ai mise sur YouTube il y a quelques jours, je parlais justement de la Suisse au cœur de la mafia européenne. J'expliquais l'historique du rapprochement et de ce que ça impliquait. Donc, c'est pour ça que là, j'ai pris une affiche qui date de très peu, qui explique que le 5 novembre, il y a une réunion, une sorte de colloque avec le ministre en charge de la Défense pour nous convaincre qu'il faut s'allier avec l'Union européenne et accepter les accords bilatéraux qui nous mettent vraiment sous la tutelle de Bruxelles. Donc c'est voilà. Donc s'ils continuent à faire des conférences, des colloques, des réunions pour nous convaincre, c'est bien qu'il y a de l'espoir.
Ça se demande pourquoi d'autres veulent commander de la C'est pas l'argent, du temps, de l'énergie là-dedans. Moi, je pense que la solution, C'est la chose qui me préoccupe parce qu'ils sont tellement numérisés et même à l'école, mais on leur ils sont- oblige tu à sais, nous aussi, on a eu une adolescence. On a oublié à nos parents. Et puis un jour, il y a la crise d'adolescence. Ou pas. Bah, Il y en a qui la font plus tard. Mais les parents, pour l'instant, ils c'est croient les qu'ils- écrans, c'est l'État, c'est la télé. C'est pas la télé, c'est plus la télé, pardon. Mais c'est tout ce qu'ils voient sur leurs écrans. Et puis un jour, ils vont faire une crise d'adolescence comme tout le monde. Et puis ils vont se rendre compte. Ils ont besoin de vivre par eux-mêmes les choses. propre Et c'est quand expérience. eux auront un souci, un pépin, une incohérence administrative, un licenciement bizarre ou un problème de santé, qui vont se rendre compte que ça ne fonctionne pas exactement comme on leur a expliqué à l'école. Et je pense que tous, on est responsables et que la clé, en tout cas ma clé, c'est de ne pas attendre de l'extérieur rien du tout. C'est moi-même qui décide, c'est moi-même qui écoute, c'est moi-même qui ressens. Et de la même façon, chacun est capable de se faire son opinion sur ce qu'il veut et d'agir en son âme et conscience. On ne se laisse pas guider ni par un lanceur d'alerte, ni par un média, ni par un président, ni par une médecin. blanche, ni par une cravate, ni par rien du tout. Ni par son meilleur ami, ni par son mari. C'est nous-mêmes. Enfin, c'est mon idée. C'est pas C'est signe de quoi, à ton avis, que les chaînes sont réhabilitées? Mais c'est ce que je disais avant, je ne sais pas. Moi, je... Alors, c'est ce que je vous dis, il y a deux possibilités, à mon avis. C'est soit pour nous tracer plus, bien que c'est ce qu'il faut, à mon avis, déjà depuis longtemps, mais bon. Ouais. Soit c'est qu'il y a des évolutions positives. Mais tout ça vient des États-Unis. Alors, des choses là-bas. c'est probable, parce que quand même, avec... Moi, je pense aussi qu'aux États-Unis, il y a quand même s'il ça fait n'est des pas très bon du tout, loin de là, Trump, mais bon, avec RFK à la santé, moi, je trouve que j'en ai vrai. Je ne sais pas, par rapport à l'ascension, il a beaucoup lutté contre l'ascension, il a été victime lui-même. Hein, donc, est-ce que c'est un jeu de théâtre? Ce que je crois aussi, je pense que c'est un grand cirque aussi. Je pense qu'il faut rester à l'affût, ne pas se laisser manipuler dans un sens ni dans l'autre. Peut-être se dire aussi que j'ai été recoupée, et puis après, finalement, ça peut être autre chose. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Restons à l'écoute et écoutons notre intuition. Vraiment. On parlait de JFK, donc, pour moi, c'est l'espoir, en tout cas, c'est ce qui se passe là-bas. On présente Trump comme un gros méchant, et ça, je ne vais pas analyser Trump, mais en tout cas, j'espère beaucoup. Alors, Robert Kennedy, moi aussi, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Je l'ai rencontré à Berne lors d'une manifestation qu'on avait organisée en novembre 2021. C'était pendant les fameuses lois Covid, les ajouts cachés de la Covid. Et je l'ai trouvé très pur, en fait. J'ai senti sa sensibilité. C'était pas un voyou, quoi. C'était pas un menteur manipulateur. Je l'ai pas senti comme ça. Alors, on arrive vers l'avant-dernier mot pour Bill Gates qui nous disait que le Covid était un test de gouvernance massive. La pandémie a été un test massif de gouvernance. C'est ce qu'il écrit dans sa lettre annuelle du 7 décembre 2021. Lorsque la pandémie, disait-il, prendra enfin fin, ce sera un hommage au pouvoir de la coopération mondiale et de l'innovation. Qui ne parle pas de santé, hein. Absolument. On sait, disons, cette chose de se rappeler. Pour nous, moi je dis bien pour maintenant, que la pandémie a été un réveil massif de la population mondiale. Peu importe leur corruption, les corruptions, leur pandémie entre guillemets ne prendront plus désormais. Et ce sera la fin de la coopération totalitaire mondiale et de l'innovation digitale déshumanisante. Ça, c'est mon adaptation de ce texte. Donc je cite cette phrase que j'ai mise sur mon site, qui vient de Victor Hugo, la liberté commence où l'ignorance finit.